Bienvenue sur la Perme, notre rendez-vous quotidien. Non, on dit comment? J'oublie à chaque fois. Hebdomadaire. Dromadaire. Oh là là. Comme chez nous. Exactement. J'ai du chocolat dans les dents. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est un peu en retard comme d'hab, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on ne serait pas un peu à l'heure? Mais ce Ouais, n'est pas... si on change de point de vue, Non, mais est-ce qu'on ne serait pas à l'heure? et ce n'est pas du tout de ma faute. Ah non, Je c'est pas la précise, faute de Youssef. D'accord. Non, c'est que faut qu'on soit un peu plus rigoureux dans l'organisation, mais c'est pas grave. On va y aller. On va être trois aujourd'hui. Paul Elec n'a pas pu venir. Il a raté son train. Il s'excuse platement. Ouais. Son train a déraillé. Il le raterait pas si c'était le média. Il le raterait pas. Hein? Hein? C'est clair. Mais on va, on va côté. Le son va être réglé. Ne vous inquiétez pas. On va aller très vite. Et d'abord, je voudrais vous parler d'un événement extraordinaire. Moi, j'ai regardé à la télé. J'avais des larmes aux yeux. C'est beau de voir ça Le au 21e couronnement siècle. de Charles. Le couronnement de Charles, oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez été ému? Il le mérite quand même. On peut le féliciter. Bravo, Charles. Moi, Tu as bien attendu la mort de ta maman. Je le Bravo. félicite. Impressionnant. Je le félicite. Émouvant, Et Merci les gens. Merci pour les abonnements. Et je suis qu'à moitié ironique. Je sais que je vais peut-être en choquer plus d'un. Putain. Mais au moment où le gouvernement britannique, bien distinguer la monarchie du gouvernement, hein, au moment où le gouvernement britannique s'engage malheureusement sur une voie islamophobe, hein, donc rompant avec une tradition, actuellement les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes concernant des attitudes par rapport à des musulmans au Royaume-Uni, etc. Alors que traditionnellement, hein, on disait terre d'accueil, etc. Le prince Charles, on en pense ce qu'on veut, ça ne retire rien à ce qu'il est, à la monarchie, etc., a appris l'arabe, lit le Coran en arabe. Okay. Non, mais c'est la stricte vérité. Et à son couronnement, a tenu à ce que tous les cultes présents en Angleterre soient présents. Enfin, au Royaume-Uni soient présents. Juifs, musulmans, bouddhistes, tout ce que vous voulez, sikhs. Et alors, simplement, c'est pas grand-chose. Sachant... Si on en vient à se contenter Non, mais de ça, c'est la que... Mais je sais bien, ça devrait être la normalité. Mais ce que je veux dire, c'est que La normalisation. Non, la normalisation. la normalité. Mais non, donc voilà, c'est tout. Donc il ne s'agit pas de dire le son est vachement bas quand même, il paraît, hein, là, d'après ce qu'on voit. Il va le régler. D'accord. Donc simplement, Arrêtez de stresser, Christophe. Non, simplement, je voulais dire cela. Je crois que le son est pas trop fort. Alors voilà, ça ne rechange rien. C'est un ennemi politique, tout ce qu'on veut. Évidemment, c'est un impérialiste puisqu'il est à la tête de l'ancien empire britannique. On est bien d'accord. Mais c'est étonnant par rapport quand on voit le déchaînement de violence folle furieuse contre les musulmans qu'il y a actuellement en France. D'accord. Je trouve ça sympathique. Simplement, et surtout, c'est pas uniquement qu'il a appris l'arabe et qu'il a lu le Coran comme ça, c'est qu'il avait dénoncé des attitudes islamophobes qu'il y avait eu. Tu sais qui d'autre a lu le Coran? Éric Zemmour. Est-ce qu'on va le féliciter? Oui, alors, Éric Zemmour qui a lu le Coran, il a vachement lu le Coran. Il a lu le Coran dans Reader Digest, comme on disait. Reader Digest, vous ne connaissez pas, non? Reader Digest, c'était une vieille édition. Digest, ouais. Hein, on avait des abstracts de tous les bouquins, les gens trop feignants qui ne voulaient pas lire. C'est un truc états-unien. Hein. Donc on avait une sorte... Voilà, alors ça vous disait n'importe quoi sur les bouquins, mais après on pouvait dire j'ai lu ce livre. Hein. Bon, Zemmour qui a lu le Coran, non mais attendez. Mais c'est pas ce qu'on doit faire normalement. Moi je lis que les résumés faits par des gens sur internet des livres. Pour Marc, ça marche bien. Pour Marc. Genre, je vais lire les livres. Okay. Quand on est intelligent, on peut le faire. Reader Digest, mon grand-père gardait ça dans ses chiottes, la rêve d'une autre génération. Oui, exact. Ben oui, mais c'est. Bah oui, et alors. Et alors. Toi, t'en as pensé quoi de ce couronnement? Prince Charles qui est devenu le roi. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est pas la première fois, parce qu'on voit à chaque fois qu'il y a un événement dans une monarchie en Europe ou ailleurs, c'est la fascination du commentariat français. Ah ouais, oui, non, mais... qui est extraordinaire. Ah oui, bien sûr. Ils sont fascinés. J'ai entendu des trucs sur Twitter, des journalistes qui se disaient hyper émus. Oui. Et c'est évidemment toujours pour bien marquer le contraste avec ce qui se passe en France, qui serait horrible, etc. Bien sûr. Et je trouve ça très intéressant de voir que l'ADN monarchique, royaliste, quand même, il est très profondément ancré en France, que ce soit dans les différentes organisations politiques, jusqu'au président lui-même, hein, qui avait dit à une époque. Il avait dit à une époque, avant d'être élu en 2017, que la France était orpheline de son roi. Je ne sais pas trop comment il avait formulé ça. Elle était orpheline de son roi. Macron. Macron. Ouais. Et évidemment, et le roi, c'était lui. Bien sûr. Non mais s'il veut, on va jusqu'au bout de la logique et peut-être qu'il a... Non, on va pas dire ce que j'allais dire. 4 heures de direct, ouais. D'accord, mais vous avez compris que
Oui, on a compris ce que tu voulais voilà. dire. Donc ce que je veux dire, oui. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est Sauve-le. la fascination. Mais attends, j'ai bugué 2 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 caméras, mais on est d'accord qu'il n'y a pas 6 ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez remarqué qu'on avait 6 caméras? C'est pour après, peut-être. Non, Ouais, je suis. Mais excuse-moi, je t'ai coupé. Quelqu'un sort quelque chose d'assez drôle. Il dit faudrait être orphelin une deuxième fois. Ah oui. Mais du coup, c'est rigolo parce qu'en Oui. même temps que tu as des gens qui s'émeuvent à la moindre occasion quand il y a une coronation quelque part ou des choses comme ça. Coronation. Couronnement. Couronnement. Ils ont la bouche pleine de république quand il s'agit de s'en prendre aux Arabes en général. C'est intéressant à quel point est-ce que, si tu veux, le mot de république a été dévoyé au point qu'on a perdu de vue que le point de départ quand même de la république, c'est de s'opposer à la monarchie. Mais le problème c'est qu'en France, c'est ça qui est assez rigolo. Le drame dans tout ça, c'est qu'en France, c'est une république qui se prend pour une monarchie, et y compris le chef de cette république. Ouais. C'est ça. Mais alors, au moins les Anglais sont cohérents. Mais le problème de la France, c'est que c'est soi-disant une présidence républicaine, hein, mais avec tous les attributs de la République. Et j'aime vous dire une chose, quand on voit le train de vie de la monarchie, quand on voit le train de vie de Macron et des élites, etc., c'est hallucinant. Si on compare ça, l'Élysée, ça fait très. Mais c'est pas uniquement ça, c'est leur train de vie. Merci Mehdi. Si on compare avec les ministres, comment en Scandinavie, bon, je vais pas ressortir les dossiers, les truismes habituels, mais c'est vrai. Comment en Scandinavie, je vois la photo l'autre jour de la première ministre qui est en vélo et après qui est dans le métro en train de manger son casse-croûte qu'elle a pris dans une tirette. Oui, mais ça serait dangereux pour les ministres actuellement de faire ça. Oui, de fait. De prendre le métro. Oui. Alors, on leur déconseille. C'est au moins la preuve qu'en Scandinavie, eh bien, on peut les aimer, pas les aimer, on peut ne pas être d'accord avec eux, mais au moins il y a un respect. Tandis que là. Et logique. La culture de l'impunité qui bien sûr. C'est une culture très monarchique. Alors prenez ça, il veut nous donner des bonbons, Mehdi. Alors pourquoi tu as des bonbons dans ta poche comme ça? C'est que tu vas à la sortie des écoles, c'est férié aujourd'hui, Mehdi. Merci. Moi je mange pas de bonbons. Je mange pas de bonbons, j'aime pas les bonbons. Vraiment non plus, mais. Ah bon? Tu veux des bonbons? Bah évidemment. Tiens, je les pose là. On va continuer. C'était une petite vanne sur la monarchie. Mais je sais pas si vous avez déjà vu moi, ce qui m'amuse aussi, un gamin devant. Moi, ce qui m'amuse aussi, c'est le côté. Je veux dire, moi, je regarde ça, je me dis, mais 21e siècle, il y a encore des couronnements comme ça. Et t'as aucun commentaire qu'on fait, par exemple, sur les sociétés du Sud. On se croit au Moyen-Âge. C'est moyenâgeux avec leurs us et coutumes moyenâgeuses. Il n'y a eu aucun commentaire comme ça. Ça ne choque personne que 21e siècle, il y a encore quelqu'un qui, tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est être bien né. Et qui va avoir un pouvoir exorbitant. Je vous dis franchement, moi quand je vois la dite République française, je ne suis pas choqué. Je le dis franchement. Alors, non, par contre, ce qui est choquant, c'est vraiment l'hypocrisie vraiment très profonde, tu vois, de tous les gens qui commentent le sujet en France. Par ailleurs, c'est une cérémonie qui est quand même éminemment religieuse. Je me demande d'ailleurs comment est-ce qu'il se comporterait, comment ça se passerait si le roi en question était musulman. Alors, en Angleterre, c'est le grand débat qu'il y a eu historiquement, hein. Le roi est le chef de la religion aussi. De fait, oui, l'Église anglicane. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement. Un peu comme en France d'ailleurs, puisque c'est comme ça que la religion anglicane est devenue la religion anglicane précisément. Bien sûr. Avec la rupture avec le pape. Hein. Exactement. Qui d'ailleurs n'était pas invité. Bien sûr. Exactement. Ah, il n'est pas invité le pape? Bah non. Parce que c'est le truc anglican. Je connais rien à ces trucs. Les anglicans, ça s'attache au rite protestant. C'est devenu protestant dans les fêtes en réalité. Parce que simplement, le roi d'Angleterre avait envie de se prendre une autre femme. Tout simplement. C'est une histoire de coucherie. Exactement. Littéralement. C'est un truc de fou, cette histoire. Mais c'est la vérité. Bon, on en reparlera une autre fois, mais voilà. Comme quoi les femmes. Hein. C'est pour ça qu'on n'en invite jamais sur le plateau. Si. PG 87, c'était Olof Palme. Olof Palme qui a été assassiné effectivement dans les années 70. On n'a jamais su exactement qui avait assassiné Olof Palme. Bon, je tiens à dire que c'était un ami d'Arafat, c'est tout. Alors, je m'excuse pour mes remarques sexistes qui vont choquer les gens et je passe une dédicace à Dany Raz. Les gens qui sont sur Twitter comprendront. J'ai suivi vaguement cette histoire, mais j'ai pas très bien compris. En tout cas, la conclusion de cette histoire, c'est que la monarchie a de beaux jours devant elle en France. Exactement, c'est ce qu'il faut dire en fait. Hein. C'est que, la révolution a été faite en France? On continue? Il paraît qu'elle a triomphé même. Oui, vas-y. C'est clair. On continue avec, je voulais parler des mobilisations actuelles qui ne s'arrêtent pas. Ne s'arrête pas. On va améliorer le son. Excusez-moi, on va améliorer le son. On va juste continuer sur les mobilisations. Là, le symbole de ces mobilisations qui accentue. Mais là, actuellement, aujourd'hui, donc il y a eu le 8 mai 45, on va discuter dans l'émission d'après, mais il y a eu le défilé de Macron dans les rues vides. Aujourd'hui. Voilà, sur les Champs-Élysées. Impressionnant, Vides, parce qu'en gros, ils ont interdit les rassemblements pour éviter les protestations. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
de Macron qui est tout seul. Mais je veux dire, l'image, c'est incroyable. C'est-à-dire, il y a l'armée, il y a les chevaux et tout, il y a la voiture de Macron et les rues sont vides. Tu veux dire que la dernière fois qu'on a vu ça, c'est personne sur les trottoirs? Non, il n'y a personne. Ah, je ne savais pas, je Zéro. regardé moi. Ah, bon il y a des images qui circulent, zéro. Il n'y a que des officiels, quoi. Bah voilà, on est arrivé à ça. Quelqu'un le dit, la clownerie. C'est une véritable clownerie. Une pantalonnade. On dit aussi, en reprenant le mot italien, c'est une pantalonnade. C'est Marseille, c'est une pantalonnade. Bon, après, c'est intéressant d'analyser cette séquence dans le cadre de la séquence plus large qui est celle qu'on est en train de vivre depuis 3-4 mois, plus précisément depuis la décision du Conseil constitutionnel, c'était il y a 1 mois et demi, je crois. Ouais. En fait, on est en train de vivre l'acte final du divorce entre les institutions et les gens qui y sont logés et le commun des mortels, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé à un stade, je ne sais pas si vous avez suivi il y a 2-3 jours, où les préfectures produisent des documents officiels avec des en-têtes de l'État pour dire que M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ne fait pas un déplacement qu'il est en train de faire. En fait, il mente pour couvrir le ministre en question en utilisant les outils de l'État et de la République elle-même, quoi. C'est que vraiment, on est arrivé à un stade où il y a un dévoiement complet de tout le cadre institutionnel, de tout habituel, de n'importe quel état de droit, un minimum rigoureux dans le respect des règles qui s'est lui-même attribué. L'étiquette républicaine, les us et coutumes, absolument, et le droit même, parce que pas uniquement le droit écrit, mais même le droit coutumier. Oui, tout à fait. On parlait de l'histoire de Darmanin, tu sais qu'il y a la préfecture qui a menti sur son déplacement. On respecte les personnes de petite taille, on dit Darma petit. Alors on va dire comme ça. Ouais. J'ai pas suivi ce truc. Bah en fait, il a fait un déplacement dans une petite ville, je sais pas où, c'est dans l'Hérault, non? Oui, il a menti. En fait, c'est pas lui. C'est pas lui qui a menti, c'est la préfecture en fait qui a fait un communiqué officiel. Le préfet a fait un communiqué pour dire qu'il ne viendrait pas. Et que c'était jamais prévu. Et que c'était pas prévu. Ça n'a jamais été prévu. Et il y a des photos de lui sur place pour le préserver des casseroles. Donc le préfet ment. En fait, c'est quand même hyper grave. Alors on était habitués quand même à ce que les préfets se comportent de manière illégale dans le maintien de l'ordre, etc. Mais là, on atteint des stades. Des voyous. Et c'est les mêmes qui vont après se dire. C'est dans le Nord, pardon. C'est dans le Nord. Il y a un manque de confiance dans le gouvernement. Les fake news circulent. Mais ils entretiennent complètement. Mais bien sûr, quand ils détruisent la vérité, voilà, eux-mêmes sont les destructeurs de la vérité. Et ensuite, ils s'étonnent que les gens ne croient plus à la vérité. Mais bien évidemment. On rappelle aussi, oui, c'est vrai que Brian Croth rappelle aussi le Stade de France. Le Stade de France, ah oui, c'est clair, c'est incroyable. Ah, c'est hallucinant. Ils ont interdit les cartons. Alors les sifflets, c'était facilement compris. Ça peut se justifier, parce que le fait, dans les stades de foot, tu n'as pas le droit au sifflet. Ouais, c'est vrai. Parce que ça dérange. Mais le carton, d'interdire un bout de carton. Non mais honnêtement, on atteint des stades, franchement. On l'a vu avec les fouilles des sacs des manifestants aussi. Oui. Je crois qu'il y a ce journaliste l'autre jour, un journaliste qui bosse pour Mediapart, enfin qui est un élu aussi, je crois, qui a été emmerdé, gardé en garde à vue et tout. Pourquoi? Parce que dans son sac, il avait quoi? Ah oui, il avait du produit contre les gaz. Il se trouve qu'il est asthmatique, il devait avoir aussi un masque. Alors c'est considéré comme une arme. Tout à fait. Oui. C'est considéré comme une arme. Oui. C'est extraordinaire. Dans le prolongement de ce qu'on a connu avec. En fait, c'est la loi anti-casseur qui a permis ça. Les gens se font saisir. Mais la loi anti-casseur le sérum fille, elle avait été abrogée, la loi anti-casseur à l'époque de Marcelin. Ils ont interdit le sérum. Elle avait été abrogée, tandis que là, dans les faits, elle est revenue. Elle est revenue, oui. Elle est revenue à la faveur de l'épisode des Gilets jaunes. Là, ils en préparent une autre. Donc maintenant, voilà, on peut arrêter les gens préventivement. Ce qui se passe maintenant, on arrête les gens sans motif et on les relâche 24 heures après ou 48 heures après. C'est devenu une pratique normale. Dans les manifs, c'est des choses qui n'existent pas en Afrique. Enfin, dans les autres pays. Dans les manifs, ils interdisent. C'est la société qui est coupée en morceaux, qui est déplacée, qui est en miettes. La société en miettes. Dans les manifs, ils ont interdit à des médics, à des stricts médics, ils ont enlevé leur sérum phi. Ils ont dit vous rentrez pas avec leur sérum phi, vous entrez pas avec vos casques. Mais je veux dire, ça c'est des images. Mais ça fait partie des choses. Mais comme par exemple au stade, il y a le Stade de France, on fouille les gens, on leur interdit les cartons parce qu'il y a le président, on n'a pas envie qu'il soit protesté. Ce genre de truc, mais ils auraient été, je veux dire, toute l'intelligentsia française, là, tout le monde français, politico-médiatique, aurait été aux anges de voir ça en Russie et de dire vous avez vu Poutine, vous avez vu, mais n'importe qui, n'importe quel pays du sud et tout, en Chine, en Algérie, vous avez vu ce qu'ils acceptent la dictature. Et là, il n'y a pas de protestation. C'est assez incroyable. Je pensais justement à ce que tu parles de Poutine, et on pourrait y revenir dessus, mais je pense simplement à la façon dont il qualifie Wagner, le groupe Wagner.
en France, on a quand même la Légion étrangère. Hein. C'est pas le groupe Wagner. Hein. Et ça date depuis un certain temps. Oui, mais il y a aussi Blackwater. Blackwater aux États-Unis. Non, mais la Légion étrangère, parce que la France a été le premier pays à créer cela. Bien sûr, c'est une bande de mercenaires. Bien sûr, c'est des bandits, etc. Tout le repris de justice. Mais ça, c'est normal. Des fils en hache, là. Ouais, avec la hache, oui. L'âge de boucher, là. Les zouaves. Non, ça, ce sont les zouaves. Ah, ce sont les zouaves. Ouais. D'accord. C'est-à-dire les zouaves peuvent être de la Légion étrangère. Sont de la Légion étrangère. Et on parle de toutes les manifestations qui sont interdites et tout. Stade de France, d'ailleurs, il y avait un arrêté préfectoral qui avait interdit. Et qui a été annulé après. Qui a été annulé. D'ailleurs, maintenant, leur astuce, c'est de produire les arrêtés suffisamment tard pour empêcher que les juges des référés n'aient le temps de se prononcer. Bah oui, je vois. Donc ils en sont là aujourd'hui. Et même les référés libérés. Il y avait des images aussi. Il y a aussi l'intimidation, c'est-à-dire qu'il y avait des syndicats, je crois que c'était Hello et tout, qui étaient là pour distribuer les cartons. Et t'as les flics qui sont venus. Genre ils étaient une vingtaine et tout. Et c'est pour intimider. Et le syndicaliste leur disait mais en fait l'arrêté a été annulé, donc on a le droit de faire ça. Mais juste le fait d'être là, voilà. Et en plus il y a un moment. En fait il y a aussi un truc de. Il y a un blocage, c'est le truc du légalisme. C'est-à-dire que le flic à un moment donné. Qu'est-ce que tu veux faire contre lui quand il est protégé par l'État et tout? Oui, bien sûr. À un moment donné, il va te frapper. C'est interdit de frapper monsieur l'agent. C'est le mensonge de Darmanin qui disait que participer à une manifestation non déclarée était un délit. Les juges ont dit mais non, c'est pas un délit. Bien sûr. Les juges ont dit c'est pas un délit. Donc ils mentent sans arrêt. Ils mentent. Et même quand la loi existe, ils la contournent, ils la détournent, ils mentent. Mais c'est extraordinaire. Mais ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire. C'est eux qui ont complètement abîmé la démocratie française impérialiste déjà, qui n'était pas extraordinaire. Mais alors là, ils l'achèvent. Et c'est ce que je voulais parler, c'est qu'il y a eu aussi la manif de nazis à côté, qui n'a pas été indiquée, qui a été autorisée, bien encadrée et tout, de 550 nazis. Donc c'est en commémoration à la mort de Sébastien Desieux, qui était un ancien militant. C'est l'extrême droite. Qui a glissé à force de jouer sur les toits, qui glisse sur les toits et qui glisse parce qu'il traînait sur les toits. Donc voilà, c'est tout. Et ces images ont choqué un peu les gens. C'est-à-dire bien sûr. Vraiment, c'est à l'ancienne. Ils sont en noir. En plus, ce qu'ils aiment bien, c'est aussi impressionner avec leur tenue, avec les drapeaux. Et ils se cachent plus. Mais dans les cortèges, il y a un article de Mediapart sur les participants. Il y a des fichiers S. Il y a des gens de la garde. Après, l'argument fichier S, il est dangereux. C'est-à-dire qu'on est d'accord. On le mobilise contre des militants d'extrême gauche aussi. Mais c'est pas forcément vrai. Là, pour le coup, c'est vrai. C'est avéré. Oui, mais il y a des militants qui ont été vraiment fichier S. Sans raison. Non, mais c'est juste à titre. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec l'argument. Il y a des mecs du GUD. Fichier SS, voilà. Il y a des mecs du GUD. Il y a des mecs du micro-parti de Marine Le Pen. Il y a des gens. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens pas forcément. Dangereux, objectivement. On va en parler. Mais qui ne sont pas très loin de l'extrême droite de gouvernement, en fait. Je veux dire, on est à la proximité. La proximité est évidente. Surtout avec Darmanin. Alors, par rapport à ça, il faut savoir avec que Darmanin, on en parle ces milieux d'extrême droite ont une imbrication extrêmement importante avec la police. Extrêmement importante. Qui d'ailleurs est quasiment absente. Voilà, mais ce sont des milieux qui sont extrêmement imbriqués. Ils connaissent tous les codes de la police, ils connaissent tout cela, c'est des familiers, ils ont des parents qui sont dans la police, donc le problème il est là, c'est qu'on a quasiment une fusion. Ces milieux d'extrême droite, et c'est ça le problème, et c'est pour ça que c'est ce qu'on explique aux gens qui disent de toute façon Marine Le Pen ne pourrait pas faire pire, etc. Je ne suis pas en train de défendre le gouvernement actuel, mais ce que je veux dire, c'est que Marine Le Pen au pouvoir, ces gens-là auront immédiatement accès à toutes nos fiches, à nous, faut le savoir. Non, mais ils ont mis en place un autoritarisme qui va leur servir. Et ils les ont, bien sûr, et ils les ont déjà pratiquement. C'est pour ça que le problème est là, c'est qu'on est. Mais la pratique du fichage, effectivement, elle est déjà en vigueur dans les commissariats, dans les hôpitaux. Nous sommes en fiche tous les militants, faut le savoir. Sont fichés par ces milieux, par ces fachos, par ces nazis qui défilent comme ça fait vraiment penser aux chemises noires italiennes, ça fait penser aux chemises brunes allemandes dans les années 30. C'est absolument hallucinant. Et personne ne bronche. Alors il y a des gens qui disent quand même, c'est terrible, qui est-ce qui s'en est un petit peu ému? Alors ça m'a un petit peu amusé parce que... Il y a eu Attali qui s'en est ému. Brice Couturier. Non, mais Brice Couturier, il a dit quoi? Il a dit ils sont où les antifas? Mais oui, mais attends, mais en plus, t'aurais voulu quoi? Là, tu veux qu'ils soient utiles, qu'ils aillent frapper les doigts. Mais je veux dire, en plus, ils auraient été frappés par la police et par les fachos. C'est pas ça. Peut-être si les antifas, deux fois même. Si les antifas l'avaient fait, Brice Couturier aurait été le premier à dire certes, je suis pas d'accord avec eux, mais c'est la démocratie, etc. On doit pas les empêcher par la violence. Mais c'est ça qui est absolument inouï chez ces gens-là. Ils mentent. Enthoven, c'est pareil. Enthoven qui avait dit qu'il était prêt à
à voter Marine Le Pen, vous en doutez, et qui ensuite va pousser les cris d'orfraie par rapport à comme un Mélenchon, etc. Ouais. Mais c'est absolument hallucinant. Oui, mais c'est comme Attali qui vient là s'indigner alors qu'il n'a rien dit sur toutes les dérives du gouvernement depuis des années et des années. Oui, bien sûr. Il y a les 2 derniers trésoriers du RN qui étaient. Exactement, ouais. Bien sûr. Oui, c'est le mec qui a engueulé Finkielkraut, ça. Bonjour, c'est le mec qui a engueulé. C'est bien lui. C'est comme ça. Non, mais c'est et bien sûr qu'ils sont imbriqués. Le fondateur du GUD, un des fondateurs, Frédéric Chatillon. C'était pas exactement le fondateur, c'est un des fondateurs. Serge Ayoub, c'est quoi lui? Alors Serge Ayoub, c'est lui aussi le fondateur, justement. C'est le GUD, bien sûr. Serge Ayoub, dont le père est libanais d'extrême droite. C'est bien le fait de libanais en plus. Phalangiste. Comment? Un phalangiste. Ouais, c'est son père adoptif. Enfin, c'est le mari de sa mère. Sa mère qui était haute magistrate, et c'est comme ça qu'il était couvert sans arrêt d'ailleurs. Oui. Ce sont eux qui sont dans la responsabilité du meurtre de Clément Méric ou pas? Oui, le GUD, bien sûr. D'ailleurs, les assassins de Clément Méric, juste après, ont appelé Serge Ayoub. Regardez bien, il a jamais été ennuyé. Ouais, alors qu'il y avait une connivence de toute évidence. Bien sûr. C'est vrai. Il a jamais été ennuyé. Et puis tous les méfaits qu'il a commis. J'en profite pour annoncer aux gens que il me semble que c'est en début juin. Non, Ayoub, c'est les GUD. Mais enfin, il est multicarte maintenant, Ayoub. Mais au départ, c'est vraiment le GUD. Avec les dissolutions et tout. Oui, bien sûr. Mais il me semble que c'est 4 à 10 juin ou 6 à 10 juin, il y aura les 10 ans. Organiser les 10 ans de l'assassinat de Clément Méric. Oui. Il y aura un grand événement organisé par les antifascistes, l'AFA Paris Banlieue. Faudrait y être. On va les recevoir le 22 mai. On va recevoir les 5 membres de l'AFA Paris Banlieue. Ils sont très bien. Donc on discutera de cet événement autour de Clément Méric et on en profitera aussi pour parler d'antifascisme qui est devenu un combat maintenant hautement actuel. Quoi. Écoutez, comme l'anti-impérialisme. Je vous dis une chose, on est en train, je sais que ça fait, j'aime pas jouer aux alarmistes, on est en train de vivre les dernières années de quelque chose de très très grave. Je veux dire, on va vers quelque chose de très grave. Ça veut dire qu'on a quelques années pour s'organiser. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on est ici tous les lundis pour suer là comme ça? C'est pas pour voir Youssef, c'est pas pour voir Youssef, croyez-moi bien. D'accord, c'est pas pour avoir le plaisir. Merci. C'est pas pour avoir le plaisir de se regarder ensuite. Ah, c'est super. Non, c'est que il y a vraiment le feu au lac, comme on dit. Il y a vraiment le feu au lac. C'est pas une plaisanterie, les amis. Pour finir sur le cas français, le 14 juillet, on va inviter Maudit. Voilà, et qui n'est pas Gliani. C'est clair. Si seulement. Non, mais en fait, si tu veux, comment dire, ce qui est en train de se produire là, si tu veux, c'est qu'on a un régime qui tourne pour lui-même. En fait, le seul objet de ce régime désormais, c'est de se préserver. Il ne fait que ça. Il se préserve parce qu'en fait, même ses soutiens historiques, le patronat, etc., devient quand même extrêmement discret. Oui, il y a de plus en plus de critiques. Le marché est moins confiant sur la capacité. D'ailleurs, en fait, ils ont été dégradés par Fitch. Et, oui, c'est ça. Le patronat est en train de lâcher Macron. En fait, il ne tourne que pour lui-même. Et donc, en fait, si tu veux, par construction, ça le pousse dans les bras du fascisme le plus déconstruit. Dont le choix d'inviter Maudit le 14 juillet. Maudit, le bien nommé. C'est clair. C'est clair, il porte bien son nom. Islamophobe, mais c'est quasi un fasciste. De fait, oui. Là-bas, c'est un suprémaciste. Anticommuniste aussi, très virulent. Islamophobe, anticommuniste. Forcené hindouiste et bien évidemment extrêmement raciste envers les musulmans. Et c'est là qu'on voit en fait c'est ça qui me saoule, c'est tous les discours autour de leur pseudo-défense de la liberté, comme par exemple en Ukraine, de la démocratie et tout. Et en fait, c'est juste des intérêts directs, stratégiques qui comptent, parce que là, ils se disent en invitant Maudit, je vais avoir l'Inde qui est devenue maintenant une puissance mondiale aux côtés de la Chine et tout. Donc on voit leur cynisme, quoi. Je veux dire, si au moins ils admettaient leur cynisme. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils mettent des discours pseudo-humanistes pour légitimer ça. Alors en fait, par contre, ce qui est intéressant, c'est que je crois que c'était la Twitcheuse. Quand tu te dis quand même que tu vois au 14 juillet il avait quand même le choix, il pouvait inviter plein de monde. Donc moi je pense qu'il y a vraiment Macron sur cet épisode comme ça. Merci. En fait je pense qu'il y a un trait quand même de caractère. L'idée c'est pas de faire de la psychologie tu vois, mais il a un côté très pyromane je trouve, que n'ont pas d'autres dirigeants, que n'avaient pas des gens comme Sarkozy, alors que c'est pas forcément des gens particulièrement fréquentables par ailleurs. Mais il a un côté pyromane. C'est un fou. Tu vois le fait de promulguer une loi à 3h36 du matin. Mais bien sûr. Ou de faire des choses gratuites. Il a quelque chose de complètement irrationnel
mais de démentiel. Son machin du 1er mai, là, quand il fait un tweet le 1er mai en saluant les travailleurs qui nous nourrissent. Oui, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des communications derrière? C'est incroyable. T'as l'impression qu'il fait exprès, en fait. Il a envie merci Fabien, merci beaucoup pour le don. Il a envie de susciter la bagarre. Il a envie de ça. Oui, non, mais c'est. Et Modi, pour moi, c'est ça, en fait. Il a 200 chefs d'État à inviter. Il va chercher quand même. Un des pires. Un des pires, tu vois. Il y a lui, il y a peut-être Netanyahou, 2-3. Et il se rend pas compte de ce qu'il bafoue, de ce qu'il piétine. Il a absolument rien à faire. Bon, il faut quand même pas qu'il oublie, il y a quand même des musulmans dans ce pays. D'accord. Il amène le type qui piétine des pieds les musulmans, qui a des discours ultra racistes, dont des militants tuent des musulmans, mais réellement. Sachant que l'Inde, c'est le pays qui compte le plus de musulmans. Bien sûr, bien évidemment. Bien sûr, l'Inde. Pas l'Indonésie? Non, je pense que les Indiens maintenant, je crois que les Indiens ont dépassé. C'est sûr, moi j'ai toujours cru que c'était l'Indonésie. 200 millions, moi j'ai l'impression qu'il y en a plus maintenant. Ils ont dépassé. Il y a plus maintenant de musulmans. Alors, en plus, si on compte l'Inde et le sous-continent indien, comme Sri Lanka, etc., parce que bon, il y a aussi à Sri Lanka des musulmans. Rappelle que Macron a quand même dit ça concernant Modi et l'Inde. Je souhaite que la France soit votre premier partenaire stratégique en Europe et plus largement en Occident. Parce que nous avons la même vision. Oui, mais il sait même plus ce qu'il dit. Nous avons la même vision du monde. Non, mais attends, il y a un problème de coq ou quoi là? Non, mais c'est absolument hallucinant. Non, nous avons la même vision du monde. Le type, il est tellement en train de grappiller comme ça, il sait plus quoi inventer. Mais le problème, c'est le problème, c'est ce genre de personnes libérales, politiques libérales et tout, c'est qu'ils ont appris à parler avec des mots clés. Des mots-clés vides de sens. Bien sûr. C'est juste, ça fait bien. Il inviterait Hitler, il dirait nous avons la même vision du monde. Oui, voilà, il ne se rend pas compte de ce que ça veut dire le mot, quoi. Tu vas dire à Modi, genre, ça fait bien, tu vois. Tu fais la même phrase, copier-coller, il peut aller dire ça en Arabie Saoudite. Oui, parce que nous avons la même vision du monde. Il se dit c'est super. Puis alors en plus, ce qui est dingue, c'est qu'en plus il se plante, c'est évident. C'est que c'est pas parce qu'il va inviter Modi qu'aussitôt Modi va dire c'est super, je vais faire de la France mon partenaire privilégié. Modi, il fera de qui il veut son partenaire en fonction de ses intérêts. Mais donc il a vraiment un côté même gamin. Je l'ai invité à mon anniversaire, donc ensuite il m'invitera aussi. Non mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant de voir cela. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'ensuite c'est le même Macron qui ensuite va donner des leçons. Poutine, Assad, etc. Bon, on n'est pas en train de dire. Mais ce que je trouvais incroyable, c'est ça, quoi. C'est le même Macron qui ensuite va donner des leçons de droits de l'homme, des leçons de. Voilà. Et c'est. Il est en train de créer un brouillage politique qui est absolument hallucinant, où il n'y a plus de principe, il n'y a plus rien. Non, mais je veux dire, moi, l'impression qu'il me donne, dans tous ses déplacements à l'étranger, c'est qu'il a perdu le Nord. Bien sûr. Il a perdu le Nord, tu vois, il n'a pas de vision stratégique sur... pour le coup, il parle de stratégie, je ne sais pas très bien quelle est en fait sa vision sur ce que doit être la France dans le monde. C'est pas hyper clair en fait, tu vois, parce que même quand il va en Chine, en fait, il donne des signaux qui sont complètement contradictoires. D'ailleurs, il s'est fait tomber dessus là par les Européens quand il était là-bas et qu'il a dit que sur Taïwan, il fallait pas être suivi des Américains. Bien sûr. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que c'est contradictoire avec tous ses actes et tous ses propos précédents. T'as l'impression de quelqu'un qui est perdu en fait. Tu vois. C'est pas hyper rassurant. Bien sûr, c'est pas rassurant. Et puis bon, évidemment, dans le cas de la Palestine, on l'a vu. Avec tout ce qui se passe actuellement. Bonne transition, parce qu'on va parler de la Palestine. Avant de parler du débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, je voulais qu'on parle de la mort d'un grand militant palestinien, Kader Adnan, c'est comme ça qu'on dit. Kader Adnan, qui était en détention administrative. On rappelle que les détentions administratives sont des détentions illégales. Et comme il était en détention administrative, il avait fait une grève de la faim. C'est pas la première qu'il avait fait. C'est la 5e. La 5e grève de la faim. Il en était au 83e jour, je crois. 86. Et donc, 86e, il est décédé là, suite à son 86e jour de grève de la faim. C'est un grand militant palestinien. Il me semble qu'il était avocat. Non, il n'était pas du tout avocat. Alors, je confonds avec quelqu'un d'autre. Non, il était pas. Il défendait pas des. En fait, il se fait le représentant. Voilà, c'est parce qu'il tenait à dénoncer ce qu'on appelle la détention administrative, voilà. qui permet en Israël, d'ailleurs, c'est une vieille loi anglaise qui date de l'époque du mandat britannique, que les sionistes ont recyclé, et qui permet d'arrêter n'importe qui sans absolument aucun motif. Aucun motif. C'est-à-dire qu'il n'a même pas droit à un avocat parce qu'il n'y a pas de motif. Y a pas. Mais on le garde 6 mois. En prison. Et c'est 6 mois renouvelables. C'est ce qu'a subi Salah Hamouri d'ailleurs. Tout à fait. À 3 reprises. Jusqu'à sa déportation. Exactement. Mais Kader Adnan,
Lui, il avait fait comme ça 6 ans de prison, Ouais. uniquement sans aucun motif. À chaque fois, il faisait une grève de la faim pour être relâché. Donc là, il était relâché. Et là, ils ont décidé de le laisser mourir. Ouais. C'est un pur assassinat. Il est quand même mort Bien sûr. de se laisser. De faim. Et ils l'ont même pas soigné, ils l'ont pas transféré à l'hôpital, ils l'ont laissé dans sa cellule. Ils l'ont laissé Et crever, soi-disant quoi. qu'il y avait un infirmier qui passait toutes les demi-heures, c'est absolument faux. Ils l'ont laissé mourir, c'est absolument épouvantable. Bien sûr. Il laisse comment, Bah, 9 écoute, enfants. Salam, merci, Il laisse Fabien. 9 enfants. Et Paix à ça a son âme. provoqué. Alors, pour les Palestiniens, c'est un jour de tristesse parce que c'est un grand militant, c'est devenu une figure et un martyr. Et je tiens à préciser la que Israël n'a toujours pas rendu son corps. Oui, Il fait encore le chantage corps, il est toujours à la là-bas, restitution des corps comme il le fait d'habitude. Ouais. Pardon, excuse-moi. Et ça a provoqué des débats en France parce qu'il est aussi membre du djihad islamique. Oui. Et donc, j'ai vu des militants de la gauche sioniste, on va dire, s'indigner que des Palestiniens lui rendent hommage et Non. tout. Oui, il y en a mais- même un qui a dit vous n'avez pas de. Alors, oui, la détention administrative, c'est peut-être illégal, mais il y a de meilleurs combats que de Ouais, défendre. j'ai vu, c'est Michel. Non, mais Non, mais vraiment, ça, c'est- vraiment. Non, mais Vraiment, je vais en dire un mot après, mais vas-y, continue. Ouais. C'est Et posé. donc, voilà, il a pâti de l'image du djihad islamique qui est vu comme voilà, une organisation terroriste, d'extrême droite, islamiste et tout. Donc, je voulais savoir si vous avez quelques mots à dire Oui, sur ça. bien sûr. Excuse-moi. En fait, moi, c'est quelque chose que j'avais déjà connu il y a quelques années avec le Hamas. C'est pareil, en fait, Oui, tu avais c'était à beaucoup de Kerman. militants ou de représentants à gauche, la gauche, on va dire, de rupture, qui en fait insistaient pour dire que ils n'étaient pas d'accord avec le Hamas. Donc, ils comprenaient le fait que les Palestiniens s'engagent dans une lutte contre l'oppresseur israélien, mais quand même, Hamas, c'est pas ça. Quelqu'un comme Garrido, par exemple, Raquel Garrido, qui n'était pas présente au vote. Oui, absolument. Pas plus que Corbière, pas plus que Après, Obono. alors, On va en parler après, parlera. vas-y. Parce Parce que que je veux dire, vas-y. c'est qu'en fait, ça fait un moment qu'il y a un soutien très conditionnel de la résistance palestinienne, à condition que ce soit pas trop marqué religieusement, etc. Et pour le coup, je trouve que le djihad islamique a pris un peu la place du Hamas Oui, dans la rhétorique de la gauche, on va dire, un peu oui. sioniste, en fait, ou Ouais. crypto-sioniste, finalement, tu vois, parce qu'en Ouais. fait, ça revient à dire, bon, Alors, même la, que c'est très la différent, résistance c'est assez palestinienne, c'est différent. bien, mais il faut Bien rester sûr, sage, j'en il faut dirai un rester mot, fréquentable, bien sûr. etc. Donc évidemment, ces gens-là, pour Mais moi, sont tu les sais pires que- ennemis de la cause palestinienne. Je préfère à la limite avoir affaire à des sionistes qui, tu vois, Qui sont affirmés, leur qui position, tu s'affirment, vois. ouais. c'est clair, voilà, Bien eux, sûr, pour bien eux, sûr. voilà, Israël. mais- Mais attends, juste Jourdain à la avant que tu mer. interviennes, là tu parles de c'est, le djihad islamique qui a pris la place du Hamas, mais il faut savoir que pour eux, même le FPLP, c'est-à-dire que le À l'époque, FPLP, ouais, les gens, bien c'est sûr. que même pour la gauche, Bah, gentille normalement, Ouais, ouais. la gauche Bah, oui. communiste et tout, le FPLP, c'est une bonne organisation. Mais qu'il c'est faut soutenir. marxiste-léniniste. Même pour C'est eux, clair. le FPLP, bah, c'est regardez déjà Salam terroriste. Mouri. Salam Mouri est attaqué parce qu'il serait lié au FPLP. Ouais. Exactement. Ouais, ouais. Alors concernant, mais c'est absolument incroyable, parce que si maintenant on attaque le FPLP, je veux dire, c'est une organisation marxiste-léniniste qui parle de la lutte de classe, Non, mais- qui pour le 1er mai parle des travailleurs, etc. etc. Mais tu sais que bah, c'était un militant et je lui ai demandé, mais attendez, il y a un moment donné, il faut dire, vous prétendez défendre un peu les droits palestiniens. Je crois que c'était avec Émile Ackerman. Oui. Et je lui ai dit, mais alors, cite-moi en fait quelle organisation il Non, faudrait c'est soutenir clair. au final. Dis-nous. Et il m'a cité une organisation israélo-palestinienne de maman, de défense. Ah mais oui, C'est oh là en là mode là, non mais attends, sérieux, non mais c'est avec non, ça mais qu'il va libérer la de Palestine. discours, de mais dialogue, bien de sûr. mais Mais parce Eux, que c'est les pires. très Eux, c'est les pires. ce institutionnel, type-là est très gentil, un j'étais là. européocentriste, paternaliste et sioniste de toute façon. Mais d'ailleurs, moi, lui, il est dans sa rengaine libérale. Moi, je voudrais savoir des gens comme les juifs et juifs révolutionnaires. Bien Qui, sûr. dans leur truc, ont l'idée de révolutionnaire. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'il y a Bah, bien certaines sûr. situations où il y a des actions qui doivent, qui sont Bien sûr. malheureusement Bah, de résistance face à mais- l'oppression. mais c'est- Est-ce qu'ils soutiennent que mais- la mais- seule organisation à soutenir, c'est ce genre d'organisation? Mais c'est Nul. odieux. Nul. C'est odieux. Ces gens-là ont un mépris pour les peuples. Quand il s'agit de la résistance française, il n'y a aucun souci. Dans la Mais résistance toutes les autres française, résistances. dans la résistance française, il y avait aussi des chrétiens. Il y avait aussi des chrétiens qui ont pris les armes. Faut le savoir, en Amérique latine également. Mais quand il s'agit des Palestiniens, c'est pas possible. Je dis juste rapidement 2 mots. On pourra revenir dessus. Le FPLP a été créé d'abord par un chrétien qui s'appelle Front Georges populaire Habash de libération. et de la d'autres Palestine. chrétiens. Ça veut dire le Front populaire de libération de la Palestine. Et Et ceux qui ont le kéfir rouge habituellement. oui, kéfier rouge parce que c'est communiste, etc. Parce que le kéfier, c'est Belle le symbole. organisation. Ce beau, Belle ce, organisation. ce beau foulard, le kéfier, est le symbole de la Palestine parce que c'est ce que portent les paysans. Pas uniquement en Palestine d'ailleurs, hein, en Syrie, partout, les Oui, bien paysans, sûr. ou les travailleurs sur les chantiers, ils ont le kéfier sur la tête. Donc c'est un symbole de la terre. Hein. C'est pour ça qu'Arafat et les autres avaient pris ça. Alors le FPLP a été créé par Georges Habash et d'autres militants, un certain nombre étaient chrétiens d'ailleurs.
Georges Habash était au départ du mouvement des nationalistes arabes. Il avait fondé un mouvement qui s'appelait le mouvement des nationalistes arabes dans les années 50. Hein. Et donc, le FPLP est né d'un courant nationaliste arabe de gauche. Hein. Donc, d'emblée, ils sont marxistes, etc. Il n'y a aucun problème. Et Georges Habash, qui était un mec extraordinaire, qui est mort il y a une dizaine d'années maintenant, je vous conseille la lecture d'un livre de Georges Malbruno, qui pourtant est de droite, mais excellente. C'est la dernière interview qu'il a faite. C'est la dernière interview de Georges Habash, et c'est dans la collection Autrement. Je vous conseille absolument. Et le titre, c'est « Les héros ne meurent jamais ». Non, les révolutionnaires ne meurent jamais. C'est extraordinaire. C'est la dernière interview de Georges Habash. Et là, on saura ce que c'est qu'effectivement le FPLP. Le FPLP n'a jamais fait d'attentat enfin, ils ont mené des actions armées, évidemment, en Palestine, c'est vrai, mais jamais hors de Palestine. C'est un mensonge total. Ils ont été mis sur la liste des organisations terroristes parce qu'Israël a fait pression sur l'Union européenne. Et c'est absolument indigne, c'est injuste, c'est inacceptable. Le FPLP a effectivement détourné des avions, aussi en Europe, mais jamais il y a eu un seul mort dans ces détournements. C'était des détournements où les passagers ont toujours été préservés, hein, fait par le FPLP, je dis bien. Et l'une d'ailleurs de la première qui a fait ces détournements, c'est une femme dont on parlera à un moment, une militante palestinienne extraordinaire, hein, qui s'appelle Leila Khaled, qui a écrit un excellent bouquin que je vous conseille, qui s'appelle, elle est toujours vivante, grâce à Dieu, un excellent bouquin qui s'appelle Mon peuple vivra, où elle raconte tout son parcours de jeune palestinienne qui prend conscience et qui ensuite entre au FPLP pour mener des opérations armées. Elle ne voulait pas être simplement infirmière, etc. D'accord. Enfin bref, le FP est une organisation tout à fait légitime au sein de l'OLP. Elle fait partie de l'OLP en plus. Je vois pas où. C'est hallucinant. Et voilà. Et donc, le FPLP, c'est une organisation d'extrême gauche marxiste et qui était donc liée au pays socialiste à l'époque. Hein, et qui est. Alors, le FPLP, on l'appelle le parti des camps. Parce que le FPLP est très présent et très majoritaire dans les camps de réfugiés palestiniens. Hein, c'est pour ça qu'on l'appelle le parti des camps. Et notamment, on va dire la capitale du FPLP, c'est le camp de Daïché, près de la ville de Bethléem, que vous connaissez, hein, en Palestine. C'est un grand camp où c'est là-bas qu'on était hébergés lorsque nous étions dans les missions civiles pour la protection du peuple palestinien. Et c'est la capitale. Donc, le FPLP est très implanté dans tous les camps de réfugiés, que ce soit en Palestine ou hors de Palestine. Quant au djihad islamique, alors le djihad islamique, non, pas du tout. Le FPLP, c'était pas le parti d'Arafat, c'était de Georges Habash. Arafat, c'est le Fatah. C'est le Fatah, hein, d'accord. Un jour, on fera une émission comme ça. D'ailleurs, on l'avait dit. Hein, on reparlera de toutes ces organisations palestiniennes. C'est très important. Mais quant au djihad islamique, et tu vas en parler dans un instant, Wissam, à partir d'un excellent bouquin qui a été écrit par des amis sur le djihad islamique, hein, par 3 amis. Le djihad islamique, très rapidement. Alors, c'est le djihad islamique en Palestine. Attention, hein, c'est le GIP. C'est à ne pas confondre avec le djihad islamique. Est une organisation extrêmement intéressante pour plusieurs raisons. Elle a été fondée par des gens qui, certains venaient des frères musulmans, enfin qui étaient proches de Hamas, et qui d'autres étaient des marxistes-léninistes, du Fatah, absolument, d'Arafat, parce que le Fatah était lui-même un front. Et donc, dans le djihad islamique, il y a aussi toute une vision très marxiste, paradoxalement, alors que le nom, bien sûr, maoïste, alors que le nom rappelle la religion, je peux dire en toute franchise que le djihad islamique est l'organisation parmi les organisations religieuses, c'est la moins bigote. Ouais. C'est la vérité. C'est la moins bigote. Et d'ailleurs, regardez tous les dirigeants du djihad islamique qui parlent, d'accord, toute leur expression est une expression politique tout à fait donc qu'on n'a pas l'habitude d'entendre chez les religieux, si vous voulez. Hein. C'est vraiment... Non, mais c'est vrai, je veux dire... j'ai rien contre Hamas, hein, mais j'avoue que personnellement, je préfère le djihad islamique. C'est beaucoup plus politique au sens où on l'entend. Alors maintenant, il faut absolument, surtout, le Hamas a parfaitement le droit d'exister, bien évidemment, hein, et il est hors de question. Et c'est une organisation palestinienne comme les autres. Oui. Mais le djihad islamique, c'est aux Palestiniens eux-mêmes. Voilà, c'est à eux de décider. Moi, j'ai une petite préférence pour le djihad islamique, d'accord. Un des théoriciens du djihad islamique, d'ailleurs, est un ancien maoïste qui était donc de la gauche du Fatah d'Arafat. D'accord, c'est un des théoriciens du djihad islamique. Le djihad islamique, pareil, n'a jamais fait d'attentat en dehors de la Palestine. Et puis c'est même pas attentat qu'il vous parle. Il s'agit d'actions de résistance, exactement comme les résistants français. Nul n'a de droit de dénier à un peuple de se libérer, y compris par les armes. Et je tiens à dire une chose, c'est que c'est inscrit dans la charte de l'ONU. Les peuples colonisés ont le droit de se libérer, y compris par les armes. Donc je ne vois pas du tout pourquoi aujourd'hui
Eh bien, Youssef Fichies. Oh bah, je le fus dans le passé. Rassure-toi, ça s'appelait pas encore Fichies. Je vais te couper un petit peu, Youssef, parce que là, on en est à 10 minutes. Voilà. Donc, Wissam va vous parler d'un livre. Voilà. Je vais pas avoir le temps d'en parler. Je vais parler très longtemps parce que j'ai pas eu le temps de faire une fiche de lecture. Je l'ai lu il y a 2 ans. Donc, c'est ce livre qu'on n'arrête pas de vous conseiller sur le djihad islamique. De la théologie à la libération. Histoire du djihad islamique palestinien. Donc c'est fait par Wissam Alage, on dit Alage. Oui, c'est un excellent ami Nicolas Dotpouillard, palestinien, qui est aussi un excellent ami. Qui n'est pas palestinien, Nicolas Dotpouillard. Non, il est français, il est chercheur, il est au Liban. Non il vit au Liban. Ouais. Un très bon ami à nous, on avait fait une émission pendant le Covid avec lui en direct du Liban. Et Eugénie Rébillard. Qui est aussi une amie. Il faut vraiment lire ce livre parce que ça déconstruit. Excellent. Ça détruit en fait tous les mythes qu'il y a autour du djihad islamique. Mais en fait, moi, ce qui me fascine, c'est que les gens ne se repose sur absolument rien, mis à part le nom. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent ne repose que sur le nom, sur djihad islamique. Et donc, ils ont toute leur représentation raciste du djihad et de l'islamique, et leur analyse part de ça. Donc vraiment, allez lire ça, parce que ça rejoint tout ce que tu as dit. Ils sont vraiment très pragmatiques et consensuels dans l'idée d'unir leur but, c'est d'unir à chaque fois les Palestiniens. C'est-à-dire qu'ils jouent souvent les arbitres, enfin, le consensus entre, par exemple, le Hamas, le FPLP et le Fatah, et aussi même au terme religieux, c'est-à-dire que entre les chiites et les sunnites. Absolument. Ils sont pour une idée d'alliance, une idée de on met de côté les problèmes, on a plus important et tout. Et vraiment, aussi entre le nationalisme et l'islamisme, et aussi avec les idées de gauche. Donc, allez lire ce livre, il est très très bien. Et vous verrez que c'est un mouvement plus complexe qu'on croit et très très intéressant. Très intéressant, parce que au plan politique, il joue vraiment le rôle d'un front de libération nationale réel, et où il tente de concilier tout le monde. Et d'ailleurs, regardez Kader Adnan, que Dieu son âme, le dernier message qu'il envoie, je crois qu'il se doutait qu'il allait mourir, qu'il allait le laisser mourir, hein. Et le dernier message qu'envoie Kader Adnan, eh bien, c'est un message qu'il adresse à toute la Palestine. Il n'adresse pas uniquement, d'abord à sa femme, à ses enfants, pas uniquement à son organisation, hein. Il s'adresse à toute la Palestine, Fabien, et à tous les résistants, hein, et il leur dit de poursuivre son œuvre, etc. Et je tiens à dire aussi une chose, un de ses derniers messages, c'est de dire, ne laissez pas l'occupation faire de mon corps n'importe quoi, c'est terrible. Ouais. Et ils n'ont toujours pas rendu son corps. Ouais. Ouais. Je voudrais juste répondre à Charles qui dit, s'ils sont si pragmatiques, pourquoi ils ne changent pas de nom? Mais vous êtes très ethnocentrés. C'est-à-dire, vous croyez que dans le monde arabe ça choque? Mais attends, déjà vous vous dites, il faudrait quand même plaire à l'Occident. Change de nom, vous êtes en mode, il faudrait plaire à notre oppresseur. Et je ne me rendais pas compte que partout ailleurs, ça ne choque pas en fait. Ils vont pas s'appeler. Il y a des référents qu'il faut accepter. Mais en plus, le djihad, on en revient là-dessus. Tu l'expliques bien, le djihad, c'est d'abord l'effort, c'est l'effort. Les partis communistes, attention, peut-être qu'il ne faut pas dire communiste parce que ça va peut-être choquer la bourgeoisie, non? Et aussi, partout ailleurs, ça ne choque pas en fait. Il y a des gens et puis les gens à qui ils parlent, ça ne choque pas de parler de djihad islamique. Mais jamais vous demandez à Israël de changer de nom. T'inquiète, Charles, t'inquiète. Non mais je dis, Charles, c'est une amie, elle est très souvent là. Voilà, on va et pour continuer sur la Palestine, il y a eu une proposition Il y a eu une discussion de texte autour d'Israël proposée par le PCF, il faut souligner. Sur la Palestine, c'est sûrement les meilleurs là. Et c'est dire le niveau. Le texte n'est pas parfait. Hein. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai corrigé. C'est dire le niveau des organisations institutionnelles sur la Palestine, de dire que c'est ce texte qui est le meilleur actuellement. Et donc c'est un texte qui était proposé par le PCF et qui était une résolution Dis qu'on expliquera ça, qu'on reviendra sur le djihad islamique, etc. On reviendra sur le sens. C'est promis, en détail. Bien sûr. Allez lire sur le sens du djihad. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Et même l'idée de djihad, les gens, veut dire, c'est quelque chose que vous-même, en tant qu'occidentaux, vous pouvez comprendre. C'est-à-dire que quand vous êtes attaqué, vous avez le droit de vous défendre. Notamment par les armes. On pourrait dire que les résistants français ont fait leur djihad contre la colonisation allemande. Voilà, c'est le truc de djihad au sens large du terme. Au sens large, le djihad, c'est la notion d'effort. Oui, il y a le truc d'effort, mais même parce que eux, ce qui leur fait peur, c'est le truc armé. Mais le truc armé, vous-même, vous l'acceptez comme principe de dire, si on se fait attaquer, on a le droit de défendre. Mais les Palestiniens sont... Sauf que vous ne le dites pas en arabe. Oui, voilà, vous ne le dites pas en arabe. Non, mais les Palestiniens ont la botte israélienne sur la tête avec le couteau, ils sont en train de dire, mais pourquoi est-ce qu'ils utilisent la violence? Mais c'est hallucinant, ça. Hallucinant. De Gaulle, grand djihadiste, dans un sens. Mais bien évidemment, le djihad, on reviendra dessus, ça veut dire l'effort, c'est tout, point. Donc il demande un effort, et comme au départ il y avait une inspiration religieuse,
religieuse, c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Je veux dire, maintenant, lisez le bouquin et vous verrez. Et regardez les actions, surtout du djihad. Et lisez les actions du djihad dans la presse ou n'importe quoi. Et vous verrez, simplement. De toute façon, non, mais il faut arrêter de s'arrêter aux mots qui sont connotés en France et vous laissez matrixer par toute l'islamophobie. Jean Moulin était un djihadiste. Les mots et qui, voilà, juste. En fait, rendez-vous compte du niveau d'islamophobie, c'est que quand vous entendez djihad, dans vos têtes, vous avez terrorisme. Voilà. Terrorisme, Daesh, tout ça. C'est dire le poids de l'islamophobie et comment on a connoté les mots absolument négativement sans prendre en compte leur complexité. Et donc, on va revenir sur l'Assemblée nationale. La proposition de loi qui était en fait, une proposition de texte de résolution, de condamnation de l'institutionnalisation en Israël par l'État d'Israël d'un régime d'apartheid. Donc ça a eu des très vifs débats dans l'Assemblée nationale et aussi dans le milieu politique et journalistique. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais Émeric Caron qui a fait plutôt une bonne intervention. Très bien. Très bien. Il est en train de se faire pourrir. Et ben, il y a une députée de Renaissance, Caroline Yadan, je crois, je ne sais pas, qui a accusé Caron d'antisémitisme et même d'armer les terroristes. Oui, bien sûr. On a un niveau de dégueulasserie assez incroyable. C'est immonde. Et c'est toujours les mêmes choses, toujours d'accuser d'antisémitisme les gens qui prennent position, même dans des positions qui respectent juste le droit international, d'antisémitisme. Bien sûr. Alors, d'abord, oui, cette motion proposée par le Parti communiste, par le Coq, en l'occurrence, alors elle n'est pas très bien, enfin, en mon sens. Elle n'est pas excellente, etc. La question n'est pas là, on pourrait redire, parce que personnellement, on l'a dit déjà. Il faut absolument. Une fois qu'on peut dire du bien du PCF. Voilà, on doit parler absolument de colonisation et d'apartheid. L'apartheid ne concerne qu'une partie des Palestiniens. La grande majorité des Palestiniens vit d'abord l'épuration ethnique, c'est carrément l'épuration ethnique. Pour 7 millions de Palestiniens sont interdits de rentrer en Palestine. 7 millions de Palestiniens sont interdits de rentrer en Palestine, je répète. La déportation, oui. La déportation, c'est de l'épuration ethnique, ça a été fait, etc. Alors, bon, mais cela dit, ce qu'il y a de bien, c'est que le mot apartheid est connoté très négativement. Et comme Israël avait de toute façon d'excellentes relations en plus avec l'Afrique du Sud, à l'époque, et que Israël a été condamné, je rappelle, par 2 résolutions en 1976 condamnant l'alliance, alors de mémoire, l'alliance criminelle, c'était les termes de l'ONU, l'alliance criminelle entre l'état d'apartheid et le sionisme. C'était les termes de l'ONU, vous vous rendez compte? Donc voilà, c'était clair, je ne pense pas que l'ONU, et c'est une des 2 résolutions qui ont été abrogées en 90 de façon honteuse. C'était une des conditions pour l'ouverture de ce qui allait aboutir aux accords d'Oslo. C'est la condition d'Israël. Et pour la première fois de sa vie, l'ONU a été obligée d'abroger 2 résolutions même. C'est un fait. Ça ne change rien au contenu. On peut changer le nom sur le package, enfin sur le paquet. Israël est un État d'apartheid, reste un État apartheid et restera toujours un État d'apartheid. C'est son concept. Voilà, et un État d'épuration ethnique. Alors, c'est très bien cette motion de Lecoq. Alors, il faut noter une chose, c'est que Caron a été excellent. Il a été courageux. Comment ? Il a été courageux. Quand on voit les attaques, alors il se fait attaquer. Dégueulasse, mais j'en ai marre. Moi, c'est odieux. Ce qui m'énerve, c'est que la gauche ne réagit pas sur ça. Je veux dire, bien sûr. Et c'est ça qui alimente aussi l'antisémitisme. Bien sûr. Je veux dire, c'est sur ça que déjà, c'est faire le lien absolu. Il faut arrêter de faire le lien. Ça n'a rien à voir. Et en même temps, tu défends les Palestiniens, tu es antisémite. C'est insupportable. I24 est allé encore plus loin parce que I24, une députée de Renaissance. D'ailleurs, c'est la chef du groupe Renaissance. Non, en tout cas, c'est une députée de Renaissance qui, sur I24, eh bien, il fallait absolument salir le nom de Caron. Alors, vous voyez, ça fait partie de la stratégie. Non, c'est le lié à Bertrand Cantat. Oui, c'est la même. Pardon, excuse-moi. C'est la même. Donc c'est ça, c'est la même qui a lié son nom. Oui, parce qu'en plus, c'est pas parce qu'il se dit pas antisémite qu'il est pas antisémite. Voilà. Dans l'absolu, on serait d'accord que c'est pas suffisant comme argument, mais son accusation d'antisémitisme. Mais il y en a marre. Il a raison, Cantat. Comment pas Cantat? Je dis Cantat. Oh là là, isoler ce moment. Isoler ce moment. Cantat, oui, non, c'est parce que je voulais expliquer. Elle dit parce que Cantat, c'est pareil. Il a tué sa femme. Il a beau dire qu'il est contre les violences faites aux femmes, n'empêche qu'il est quand même, ça n'empêche pas que il est pour les violences dans les faits. Alors c'est pareil pour Caron. Caron dit qu'il n'est pas antisémite, mais dans les faits, il peut être antisémite. Et ils accusent Caron même d'être à l'origine, d'inspirer des violences anti-juives, etc. Alors, ce qu'il y a d'absolument odieux, pourtant Caron l'a dit dans son intervention, il dit, mais arrêtez d'instrumentaliser
la lutte contre l'antisémitisme. Bien sûr. C'est ça qui est absolument odieux. Et qui sert les antisémites. Mais bien évidemment. Sert les antisémites. Bien sûr. Soral réutiliserait ce passage pour dire, vous voyez, on peut rien dire. On peut rien dire, c'est ça, exactement. Vous voyez, dès qu'on touche, et c'est un scandale. Vous alimentez toute la rhétorique d'extrême droite et toute la rhétorique antisémite sur Israël. Et d'ailleurs, moi, ce qui me fascine, c'est que tu as eu Émile Ackerman qui allait aussi à l'Assemblée nationale pour parler d'antisémitisme. Et donc, c'est les mêmes qui vont nous dire il faut pas parler d'Israël, il faut pas lier Israël avec l'antisémitisme en France, tu vois. Faut arrêter, Israël c'est un autre problème, faut arrêter d'importer ce problème. Et en même temps, on dit aujourd'hui l'antisémitisme se prolonge avec l'antisionisme en France. Et donc, alors, c'est absolument c'est hallucinant. toi-même qui est en train de faire il le dit lien. ça, Ackerman, là. Oui, il a dit ça. Mais Alors, parlons-en. Parlons bien de sûr. ce parlons de ce cas-là. Mais bien sûr. Ben non, on pourrait leur citer 10 000 exemples de sionistes. D'ailleurs, les sionistes, je sais pas, ils n'ont pas spécialement attaqué les fachos qui ont manifesté l'autre jour là. Par contre, maintenant, ils étaient occupés à se je dirais pas ça. Ils étaient occupés à se déchaîner. Ils étaient occupés à se déchaîner contre Caron. Oui, mais c'est pas le même. Oui, non, mais je le dis bien. On n'a pas du tout entendu les outrances que l'on entend contre Caron, contre les députés, la France insoumise et contre cette motion. Et je sais pas si vous avez vu l'intervention de Meir Habib. Mais bien évidemment, incroyable de scandale. Bien sûr. Je veux dire, le gars, mais attends, c'est là qu'il y a un problème à se poser sur la question de l'antisémitisme et de l'islamophobie. C'est-à-dire que le gars accuse les autres d'être antisémites, et comme il accuse les autres d'être antisémites, il peut se permettre d'être raciste de ouf. C'est-à-dire qu'il parle de communautarisme, il dit que la gauche, et c'est devenu le plus antisémite, on est dans un pays où il y a 30% d'extrême droite, donc ça serait la gauche l'antisémitisme, et il dit aussi que la gauche a troqué le marteau contre je sais pas, un truc, le croissant rouge, un truc comme ça. Oui, contre le Coran. Mais oui, voilà. Bien sûr, mais bien sûr. Mais à l'Assemblée nationale, on a ça. Oui. On a ça. Non, mais il est d'un mépris. Et je ne comprends même pas que ce type-là. J'ai pas vu Aurore Berger, j'ai pas encore vu. Ce type est un agent étranger. De toute façon, il est l'Assemblée nationale. C'est un agent d'une puissance étrangère. Bien sûr. S'il avait les mêmes liens avec un autre régime, quel qu'il soit. Oui, bien sûr. Ça fait longtemps qu'on aurait brocardé, qu'il aurait été. Il a fait sa victoire dans un lieu de culte. Moi, dans l'absolu, je n'aurais aucun problème avec ça, tu vois. J'aurais aucun problème que selon le pays où tu es, mais le fait est qu'il a fait sa victoire, il a fêté sa victoire dans un lieu de culte en remerciant Dieu et tout, et personne n'a réagi. Ah non, alors, ça aurait été un musulman. Mais alors là, on ose imaginer un député musulman qui aurait remercié Allah, qui aurait main sur le Coran et tout, en faisant. Mais c'est incroyable. Non, mais Meir Habib, il y a pire que ça, c'est qu'il soutient les tueurs de Palestiniens. Je veux dire, il justifie tous les massacres de Palestiniens. Il est tout le temps là pour justifier l'État d'Israël, parce que si c'était le représentant de la Suisse, ce serait pas un problème, hein, ou de la Suède, mais c'est le représentant d'un État colonial, hyper armé, hyper militarisé, hein, et qui opprime, qui écrase un peuple depuis 70 ans, hein, et qui le poursuit, qui poursuit même les réfugiés jusque dans leur camp. Aucun État au monde ne fait ce que fait l'État d'Israël. Aucun État au monde ne fait ce que fait l'État d'Israël aujourd'hui. En gros, Berger a énuméré les caractéristiques de l'apartheid sud-africain pour dire c'est honteux de comparer alors que tout ce qu'elle citait s'est passé en Palestine. Vous avez vu ce qu'avait dit Desmond Tutu par rapport à ça. Il avait dit que c'était pire. Il avait dit que c'était pire. Les militants anticoloniaux sud-africains ont fait le tour du sujet. Non, mais Desmond Tutu avait dit que ce que vivent les Palestiniens, c'est pire que ce qu'était l'apartheid. Bien sûr. Pour une raison qui est simple, c'est que dans la lutte contre l'apartheid, les populations discriminées étaient encore sur place. Mais quand vous avez viré le peuple de sa terre, quand la moitié du peuple et même hors de sa terre, n'a plus aucun avenir, n'existe pas. Et quand on vous dit ils n'ont jamais existé, et de toute façon, bien évidemment qu'ils ne reviendront jamais, ils n'ont jamais existé. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire que cela, que de dire que même votre corps ne pourra même pas rentrer au pays pour être enterré, parce que vous savez très bien que les Palestiniens ne peuvent pas se faire enterrer au pays. Et non seulement ça, les corps de vos fils qui se battent en Palestine seront même conservés et gardés pendant jusqu'à 30 ans. Mais quel État fait cela ? Quel État fait cela ? Un État colonial. Mais du coup, ces gens-là sont conformes avec leur concept, à savoir des militants forcenés. Et en plus, ça correspond aux définitions de plein d'agences de l'ONU, l'apartheid israélien. Mais t'as les organisations. L'Amnesty International, qui ne sont pas forcément des organisations. Je veux dire, Darmanin est à 2 doigts de dissoudre Amnesty International. Hein, parce que... Bien sûr, la LDH, il va tout dissoudre. Il irait jusqu'à dissoudre l'acide même. Non, mais c'est dingue ce niveau de crainte, de critique d'Israël en France, que je trouve que c'est assez fort par rapport à d'autres pays, tu vois, où tu as quand même une plus grande liberté, où tu as moins cette offensive. Je veux dire, rien que Caron, l'offensive qu'il prend, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, vive Caron. Alors, juste pour Caron, allez sur sa page
Twitter et allez le soutenir. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Soutenez. Je suis pas sûr que parce c'est que une bonne chose. non, parce que non, parce que j'ai dit une chose, c'est que non, faut quand même préciser une chose, c'est que quand Aymeric Caron a cessé d'être chroniqueur, je vais vous dire une chose, parce que il se trouve que je l'ai croisé dans un train, Aymeric Caron, et j'ai discuté un bon bout de temps. Peut-être pas le dire. Bon. Il y a très longtemps, il y a longtemps, hein. Et c'était au moment où il avait quitté l'émission de machin là, de Ruquier. Et il a été chroniqueur avec Zemmour quand même. Ben, bien sûr. Et regardez comment il avait descendu Caroline Fourest. On doit quand même à Caron d'avoir démasqué l'imposture Fourest. Vous vous souvenez pas? Ça avait été extraordinaire. Il avait prise à ses propres mensonges. Il avait démasqué. Ça n'avait plus où se foutre. Hein. Et ça avait été prouvé même par Ruquier qui avait pris date et ils avaient vérifié. Et effectivement, Caron avait raison. Alors ce que je veux vous dire simplement, c'est que Caron, à cette époque-là, a été menacé par des militants sionistes. Il faut quand même le savoir. Il a été vraiment menacé. Parce qu'à l'époque, il y a un militant sioniste qui agissait à partir d'Israël, qui s'appelait Yukan. Et ce type-là faisait des canulars terribles. Mais il n'y a pas un journaliste, son père s'est suicidé ou un truc comme ça? Son père est mort d'une crise cardiaque à cause du canular fait par ce militant sioniste qui agissait à partir d'Israël. Et je sais que Caron avait eu raison, il avait eu peur pour sa famille, pour ses parents, hein, qu'on lui fasse le même coup. C'est des canulars téléphoniques où il faisait intervenir la police. Et comme il avait les codes de la police, etc. Donc je dis bravo Caron, parce que il risque gros. C'est la vérité, on a affaire à des fous furieux en face, qui sont couverts par l'État, qui sont couverts par la police française. Hein. Oui, on parle du Bétard, le Bétard et la LDJ, Ligue de défense juive, d'accord? Ces gens-là n'en sont pas à leur premier coup d'essai. La Ligue de défense juive, qui est interdite, y compris en Israël et aux États-Unis, d'accord, elle est totalement permise en France. Allez sur leur site, c'est absolument hallucinant tout ce qu'ils peuvent raconter. Hein. Et je les vois, ils commencent à menacer à nouveau Caron. Et donc je dis, allez soutenir Caron, allez sur sa page Twitter, hein, et dites-lui, oui, bien sûr, Rouira s'est fait agresser par la LDJ, absolument. Absolument. Hein, à cause de Soral d'ailleurs, parce que c'est Soral qui avait donné des renseignements qui ont permis à la LDJ de trouver Ouria Boutadja. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils adorent Soral. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Soral n'a jamais été attaqué par la LDJ. Pourquoi croyez-vous que Soral n'ait jamais été attaqué par la LDJ? Pourquoi croyez-vous que la LDJ n'ait jamais attaqué les fascistes? Je suis pas sûr, il n'a pas été attaqué une fois par la LDJ, non? Je crois que la librairie a été attaquée un jour. Hein. Une fois, et ensuite il y a eu soyons précis. Laissez-moi expliquer. Et ensuite il y a eu une intercession par Gilles William Golnadel et les relations se sont assainies entre les deux. Il leur a expliqué mais non, vous n'avez pas compris, finalement Soral il veut la même chose que vous. Soral il veut le départ des Juifs vers Israël. Donc finalement vous vous entendez. Et finalement après la LDJ a totalement laissé tranquille Soral. Voilà. Mais l'antisémite. Je sais plus qui a eu un propos que j'ai trouvé, mais je crois que c'est qui ont été des propos hallucinants. Oui, Dieudo, oui. Mais finalement, Dieudo est réconcilié avec Israël maintenant, vous êtes au courant. Oui. Et j'ai un trou. Je crois que c'est un responsable politique qui a dit qui a justifié un peu le retour des Juifs sur Israël en disant que c'était chez eux. C'était leur pays. Mais bien sûr, et en fait, les gens ne se rendent pas compte du niveau d'antisémitisme de cette phrase. Mais déjà Hollande. C'est-à-dire que si vous dites que le pays des Juifs, c'est Israël, c'est-à-dire que les Juifs français ne sont pas chez eux. Mais exactement. Les Juifs anglais ne sont pas chez eux. En fait, tu sais, c'est ça, je veux dire. Ils ne se rendent pas compte de à quel point la phrase est raciste. Bien sûr. Et Hollande l'avait dit. Hollande avait dit. Il avait dit exactement les Juifs qui depuis toujours aspirent à retourner à Jérusalem. Mais c'est hallucinant. C'est très grave. Mais les Juifs français sont français. Mais pour une raison qui est très simple. Pourquoi c'est hallucinant? C'est que depuis qu'Israël a été créé, vous savez que beaucoup de Juifs ont quitté Israël définitivement. Hein. Préfèrent aller vivre aux États-Unis, Australie, etc. Ouais. Énormément. Je crois que ça chiffre en millions depuis 48. Hein. C'est hallucinant. Ils ont toujours la nationalité, malheureusement. Eh bien, ces gens-là, lorsqu'ils sont religieux, ils continuent à dire dans leur prière le soir l'an prochain à Jérusalem, mais ils n'ont plus envie d'y aller. Donc c'est uniquement une phrase religieuse et que Hollande a pris au pied de la lettre pour dire les Juifs qui aspirent à retourner. Non mais c'est absolument hallucinant. Mais c'est peut-être à Kerman, je sais plus, mais oui, moi ça m'avait choqué de dire dans leur pays, les Juifs dans leur pays, j'étais en mode mais ouais. Donc la France ce n'est pas vraiment leur pays. C'est incroyable. C'est ce qu'on a vécu aussi dans les pays du Maghreb. Hein. Oui, au Maroc, bien sûr. Pour finir, au Maroc, et entre autres, le Maroc, où les sionistes se sont activés dans les années juste après la création d'Israël pour faire partir tous les Marocains. La première communauté israélienne aujourd'hui, c'est des Marocains. Leur tourne un peu. Je suis désolé, je vais arrêter. Juste le temps de faire aussi, puisqu'on parle de la Palestine, j'ai réussi à avoir ce numéro gratuitement. Donc je le lirai et je vous dirai ce que j'en pense. C'est ce que la Palestine apporte au monde. Donc c'est Araborama.
qui est un magazine. Et donc ça, c'est le 3e numéro. Arabourama, un magazine dédié au monde arabe. Et donc voilà, moi, il m'avait tapé dans l'œil, je voulais le voir. Il y a plusieurs articles, donc plein d'interventions. Il y a aussi des très belles images. C'est super beau. Oui. D'artisanat palestinien, d'artistes de palestiniens. tableaux, des cartes aussi. Ouais, regardez-moi ça, mais je sais pas si on voit bien, mais Oui. c'est super beau. Et aussi, vu qu'on parlait d'apartheid, il y a des trucs intéressants. Il y a, par exemple, il montre là les cartes d'identité, les cartes d'identité différentes. Citoyens israéliens, palestiniens, donc les conditions différentes. Résidents de Jérusalem, carte d'identité de Cisjordanie, carte d'identité de Gaza. Donc vraiment toutes les cartes qui sont ça, dedans. c'est caractéristique d'un De régime l'apartheid. d'apartheid. Caractéristique d'un régime d'apartheid dans un régime. Exactement. Regardez ça, je sais pas si tu vois bien, Christophe, mais c'est super beau. Regarde, je te montre ça. Ouais. C'est Ah beau, oui, c'est beau, c'est beau. Donc je vous dirai ce qu'il en est. Je regarde la photo. C'est intéressant de se plonger dans ce genre de choses. Ça permet de découvrir quand même qu'il y a une culture palestinienne, il y a un peuple palestinien, il y a une histoire palestinienne. Il y a des artistes palestiniens qui en fait travaillent beaucoup à nier en fait l'existence même en fait d'une identité palestinienne en disant que ces gens-là en fait ils étaient là par hasard et en fait en plus il y a des trucs assez modernes là, tu vois, par exemple. C'était des habitants un peu illégitimes d'une terre qu'ils avaient vocation à. Alors, il y a plusieurs contributeurs. La cuisine aussi, on voit à quel point la cuisine est la cible de la captation israélienne. C'est clair, de on va faire un jeu. Culturelle, ouais. Excusez-moi, il y a plusieurs contributeurs et on va demander à Youssef si c'est bien ou pas bien. Christophe Ayad, non je rigole, on va pas le faire. Mais il y a Christophe Ayad, il y a Bertrand Badi, il y a Farah Barkaoui, Bertrand Badi, moyen. Il y a Leila Dakli, oui. Il y a Jean-Pierre Filiu, qui a fait un énorme travail sur la Palestine quand même. Tu le trouves trop académique, mais il a quand même Non, je ne trouve pas trop académique, c'est pour d'autres motifs. Sabil Goussoub, je ne sais pas comment on dit, Djad Hilal, Bernard Ourcade, Karim Katan, Abdelatif Lahabi, Henri Laurence. Non, c'est Henri Laurence que tu trouves trop académique. Henri Laurence, il a un mérite. Alors c'est lui c'est la chaire prestigieuse, à la Sorbonne. Il a 4 tomes de la Palestine. Oui, c'est vrai. C'est comme ça. Là, genre, je oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'il est très bien. C'est le Balzac. Moi, je l'appelle le Balzac de la Palestine. Alors c'est très très bien, c'est très rigoureux, c'est tout cela, etc. Mais j'avoue que on va dire les choses un peu de façon stupide, hein, mais c'est pas sexy. Je veux dire, quand vous êtes un jeune, que vous avez envie de lire un livre sur la c'est Palestine, trop académique, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a aussi Elias Samba. Alors, à mon avis, c'est le meilleur. Il y a Shlomo Sand, voilà. Oui, Shlomo Sand très bien également. Shahid, voilà. Bien sûr, très bien. Donc peut-être que je vous ferai un récapitulatif de tout ça. Je dois aussi vous faire une fiche de lecture de celui-là quand j'aurai le temps. On en fera une. Et on termine avec la fiche de lecture, la fiche L, avec ma rubrique. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre dont j'ai beaucoup parlé. Et je vous avais promis une fiche de lecture, c'est Nick Taras. Nick Taras, très beau. Alors, c'est un livre qui vous agresse dès la couverture, c'est-à-dire que vous vous promenez tranquillement dans votre librairie préférée, comme à l'accoutumée, comme un dimanche classique. C'était dimanche classique, ça, de te promener dans les librairies, Bien sûr, Youssef. j'adore. Et là, vous faites l'erreur de jeter votre regard sur ce livre. Et ce livre, il ne va pas se laisser faire. Ce livre, c'est un peu, vous voyez, le gars dans le métro qui ziote un peu tout le monde en espérant que quelqu'un le ziote aussi pour se confronter à lui, vous voyez, et de rentrer un peu dans tout le numéro de provocation avec un langage châtié, avec une gestuelle traditionnelle, genre comme ça, vous voyez, comme ça. Et bien ça, c'est ce livre. Et en plus, le plaisir summum de ce livre, c'est que sa nature livresque, je sais pas, j'invente. Ça existe, livresque ? Oui, bien sûr. Sa nature livresque fait que son environnement, ce sera la librairie. Et donc, ça fait qu'il pourra agresser le plus docile des êtres humains, le lecteur. Vous savez, celui qui vient vers vous et qui vous dit « Non, mais attends, tout peut se régler avec le dialogue, le discours et tout. Et puis, le savoir est une arme. » Et bien, ce livre, il le voit, il lui dit « Nick Taras, dégage de là. » C'est déjà un avantage de ce livre parce qu'en fait, il va éloigner tous ceux qui, déjà, ne vont pas être attirés par le propos. Parce que moi, je bosse dans une librairie. C'est vrai que c'est assez marrant de voir les réactions autour de ça. Et donc, tous ceux qui ne vont pas être sensibles aux propos vont tout de suite être filtrés. Et ceux qui vont l'être vont être un peu attirés par cette couverture et par ces deux visages. Alors, je crois que c'est deux arabes. Je sais qu'il y a Mustapha El Atrassi. Ouais, l'autre, je ne sais pas. On a l'impression que c'est SCH. Je ne sais pas. Mais qui font des doigts. Nick Taras, c'est
sous-titré Une histoire du rire en France et c'est écrit par Adrien Desnouettes. Moi, alors, j'ai dit bien son nom. Oui, Adrien Desnouettes. Est-ce que tu connaissais Adrien Pas Desnouettes? du tout. Non. Et c'est chez Façonnage Édition. Tu connaissais? Pas du tout. Non plus. Non plus, parce que c'est une belle couve. C'est une petite maison d'édition, mais qui contient des petites pépites qui sont orientées sur la culture populaire. Donc, il y a des livres notamment sur Zelda, il y a des livres sur les films des sœurs Kachowski, là. Le truc de voiture, je sais plus le nom du film, tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles c'est Kachowski, là, les Matrix. Ah oui, oui. Kachowski, non qui sont devenus des sœurs, qui sont des sœurs. Wachowski, voilà, Wachowski, les sœurs Wachowski. Donc il y a plein de petits livres comme ça. Allez voir la maison d'édition parce que ça a l'air super intéressant. Adrien Desnouettes, je connaissais pas, mais il a aussi écrit un autre livre dessus. C'est une critique du cinéma. Donc c'est un critique cinéma. Okay. C'est aussi un conférencier, donc il est très spécialisé sur le cinéma. Et il a réalisé aussi un documentaire sur Jim Carrey. Et il a aussi écrit un livre sur Jim Carrey. Jim Carrey, l'Amérique démasquée, c'est un livre qui m'intéresse beaucoup, mais malheureusement, il est en rupture de stock, donc je ne sais pas s'ils vont le ressortir. Façonnage Édition, je serais très intéressé. Et là, il a sorti un nouveau livre qui s'appelle Nick Taras et qui est en fait une histoire du rire populaire en France. Alors, il ne faut pas prendre au pied de la lettre le sous-titre parce que c'est pas... il ne s'agit pas de faire une véritable histoire du rire populaire. C'est pas un travail académique. Il allait voir des sources. Il allait comment on appelle ça comment vous faites les historiens là? Vous allez dans vos trucs, archives. Là. Les archives. Voilà, il n'a pas fait un travail d'archives. C'est plutôt le rapport. C'est plutôt une analyse comme ça, un essai d'Adrien Desnouettes sur ce qu'il appelle le rire populaire. Et il part, on va dire, à peu près de la Révolution jusqu'à nos jours. Mais c'est surtout les 50 dernières années qu'il traite. Et il se demande comment ça se fait que le rire populaire, le rire français, qui fut historiquement très, critique, très subversif, oui, frondeur et tout, est devenu aussi sage en fait, ouais, aussi gentil, aussi calme, aussi voilà, il est inoffensif. Et c'est vrai que quand tu vois les plus grands humoristes, c'était la tradition des chansonniers, on disait avant. Voilà, mais il revient sur tout ça et sur toute la satire française et tout. Et donc quand on voit, c'est vrai que les plus connus humoristes français actuellement, on est en mode voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Quand je dis les plus connus, je vais dire les plus institutionnels. Et je pense que cette question lui est venue de la découverte de El Atrassi. Voilà. El Atrassi, qui est pour lui, selon ses termes, le meilleur humoriste français actuel. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Je pense que toi, tu connais pas trop. Tu connais et je n'aime pas du tout. C'était sûr. Non, mais il a. En fait, moi, c'est rigolo, tu sais, parce que moi, j'ai connu Mustapha El Atrassi à la télévision marocaine. Ah ouais? Il y a une vingtaine d'années, il participait à des sitcoms du Ramadan. Ah oui. Sur Deuxième, la deuxième chaîne. Au moment du Ramadan en plus, c'est plus Jean Madan. Je l'ai connu comme ça. C'était un garçon très sage. Et d'ailleurs, ça correspondait aussi au moment où il faisait un peu des chroniques chez Ruquier, des choses très consensuelles en fait. Ouais, il avait de péter un câble. Et puis il y a le moment où il pète un câble. Et c'est très intéressant de voir comment il a pété un câble parce qu'il revient sur ça et tout et sur le traitement qu'il a eu dans le média français. Et aussi, il a fait une interview là dernièrement avec comment elle s'appelle, Amel Chabi. Oui, je l'ai vu. Et qui dit mais un truc qui est vrai, il dit mais en fait je suis à la télé, je suis avec des collègues qui, à chaque émission, tapent, vous tapez sur les musulmans, vous tapez sur ma mère, vous tapez sur ma famille et tout. Et c'est comme ça qu'il a vraiment une rupture. Et je pense qu'on reviendra. Il est quand même très vulgaire. Hein. Oui, non, mais on reviendra. Et d'ailleurs, il en parle de ça, de la vulgarité et tout. Et on reviendra, je pense qu'on invitera Adrien Desnouettes pour parler de El Atrassi et tout, de son parcours. Et donc, en fait, aussi, ce qui le fascine, Adrien Desnouettes, c'est que c'est le meilleur humoriste français pour lui, El Atrassi. Et pourtant, il est très peu connu, en fait. Il est extrêmement peu connu. Il a travaillé à se rendre méconnu. Ouais. Donc, il a travaillé un peu en dessous des radars. Il n'avait pas de producteur. Il faisait tout mais le paradoxe, c'est que. Mais il remplissait des zéniths. Hein. C'est ça, c'est qu'il est très peu connu, mais il remplit quand même des zéniths. Mais aussi, c'est qu'il est reconnu par les autres humoristes. C'est-à-dire que quand tu demandes souvent aux autres humoristes qui est le meilleur humoriste actuellement, beaucoup vont te dire que c'est El Atrassi. C'est d'ailleurs ce que disait Amel Chabi. Amel Chabi, elle disait mais dans le milieu, tu sais que dans le milieu, tout le monde dit que tu es le meilleur. Tu vois, vraiment. Ah bon bah bien sûr. Non, bien sûr. Vraiment, il est très très bon. Tu peux le trouver vulgaire. Après, c'est vrai qu'il a un côté effectivement. Il est très très bon. Et donc,
lui, donc, il a décidé de se lancer dans l'autoproduction, El Atrassi, et de faire lui-même sa carrière, de s'autoproduire, qui est un choix très courageux. Il s'est littéralement émancipé du show business. Il a fait un choix fort, il a fait un choix extrêmement fort. Ça coûte de l'argent. C'est-à-dire que c'est un pari que tu fais. C'est toi qui vas te financer toi-même tes salles de spectacle et tout. Donc il a fait ce choix avec le succès qu'on lui connaît, mais ça lui a aussi permis de renouer avec une liberté totalement complète. Totalement complète. Toi, comme l'a remarqué Adrien Desnouettes, si El Atrassi connaît un certain succès, en témoignent les zéniths qu'il arrive à remplir, son public est très indigène. De fait. Extrêmement indigène. Je dirais qu'il a 90% indigène. Et indigène, mais aussi un public très populaire. Et c'est ça qui est intéressant dans le cas de El Atrassi, c'est qu'on a devant nous un public qui n'a pas l'habitude d'aller dans les spectacles en vrai. Je veux dire, moi, ça a été très rare dans ma jeunesse, c'est très rare d'aller voir un spectacle, même un one-man show. Hein. Et d'ailleurs, les seules fois où on va au théâtre, c'est des trucs d'humoristes. Voilà. Le seul spectacle vivant qu'on regarde, à part les concerts et tout, c'est les trucs d'humoristes. Et encore, on y va rarement et tout. Mais moi, parce que ça reste cher. Hein. Ah oui, ça reste cher. Souvent, c'est cher. Hein. Mais moi, j'ai un problème avec les gens qui passent leur temps à parler, enfin les humoristes arabes, on va dire, hein, pour faire vite, qui passent leur temps à parler des Arabes. On y reviendra, on en discutera avec Adrien Desnouettes quand il viendra. Pourquoi Adrien Desnouettes ? Comment ? Pourquoi Adrien Desnouettes ? C'est lui qui est... Ah, d'accord, pour le bouquin, oui. D'accord. Oui. Non, donc, en fait, on a perdu quand on a parlé des non, mais oui, d'accord, mais c'est pas uniquement par rapport à Atrassi, je veux dire. Mais ce qui est très non, mais il en parle pas comme Jamel Debbouze parle des Arabes, c'est pas tout à fait la même chose. Non, mais alors pour revenir à l'Atrassi, veut dire en rompant avec le show business, on va dire, et avec le monde de la télé française, il s'est permis, je pense, de renouer avec le public indigène. Et de le reparler. Je pense qu'il a fait un choix qui lui peut-être lui a plu, et je comprends, c'est aussi de renouer avec un public qui lui tient à cœur et avec qui il peut reparler et qui peut avoir des codes et tout. Et c'est ce que montre d'ailleurs, ce qui est très bien compris Adrien Desnouettes, c'est qu'il y a une ambiance dans les spectacles qui est pas comme ailleurs, et notamment il prend l'exemple de El Atrassi qui parfois parle en arabe et prend pas la peine de traduire. Et t'as le côté en mode bien fait pour toi. Genre si t'as pas, voilà, t'es le blanc qui parle pas arabe, il se débrouille. Voilà, t'es chez nous. C'est comme ça. Ici j'impose mes lois et tout. Tu te débrouilles. D'ailleurs, et c'est ça que j'aime bien chez Adrien Desnouettes, il faut aller voir sa tête parce qu'il ressemble un peu à un Édouard Louis américain. Il a vraiment la tête d'un Édouard Louis, quoi, un peu américain, bien propre sur lui, blond, visage un peu carré, grand sourire. Ouais, Adrien Desnouettes. Tu dis mais comment ça se fait qu'il nous comprend ? Et il l'a très bien compris. Et aussi, ce qui est intéressant dans son livre, c'est qu'il revient sur l'épisode de Charlie Hebdo. Et même sur l'épisode de Charlie Hebdo, je suis assez surpris de la manière dont il a compris le rapport et comment les musulmans ne se sont pas sentis Charlie Hebdo. Il revient sur ces pages et il questionne en fait l'islamophobie. Il montre, lui il a très bien compris que en fait Charlie Hebdo, oui, ça paraît évident pour beaucoup de blancs, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident de comprendre comment ça se fait. Et lui, il est très sceptique sur le livre. Non, mais alors, Adrien Desnouettes, si tu nous regardes, sache que c'est notre petit réac. Pourquoi petit ? Notre grand réac. Notre grand réac. Je suis réac. Je reconnais et j'en suis fier. Non, mais il montre comment, en fait, Charlie Hebdo. Je suis conservateur, on va dire. Parce que ce qui est vrai, c'est que Charlie Hebdo a eu une grande époque. Nous-mêmes, on le reconnaît. Bah, évidemment. C'était vraiment un journal satirique. Évidemment. Sauf que maintenant, ça ne l'est plus. Et en fait, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour garder une satirique crédibilité, je dirais, c'est de taper sur les musulmans. Bien sûr, en fait. c'est odieux, et en fait, bien sûr. les plus dominés, bien les sûr, plus stigmatisés de la population française. J'avais écrit un article là-dessus. Hein. J'ai vu pourrir Charlie Hebdo. Si les gens veulent le lire, ils le retrouvent sur le net. Ouais. Donc vraiment l'histoire le truc d'une dérive. À l'image du pays. Bah oui. Youssef, le représentant de nos anciens. C'est vrai. Et donc là, il y a des gens qui connaissent les sketchs derrière la ligne Monsieur Marzouki, par exemple, c'est très drôle. Oui, Monsieur Marzouki, mais oui, derrière la ligne, Monsieur. Oui, c'est une blague de. Ah oui. Oui. Non, honnêtement, il est très drôle. Il est très drôle. C'est intéressant parce que tu sais, moi, j'essaierai de réécouter. Je connais même des copains en faisant abstraction de sa vulgarité. Des copains au Maroc qui du coup n'ont pas grandi en France, qui le regardent et qui le trouvent drôle, si tu veux. Donc il se fait comprendre même de gens qui ne vivent pas en France. Ah ouais. Mais c'est intéressant. Et donc il revient sur l'épisode Charlie Hebdo. Il montre que voilà, on peut pas faire abstraction de l'islamophobie et de comment c'est devenu trop facile en fait de taper sur les musulmans et très bien. Et de comprendre ce désamour qu'ont eu les indigènes et tout. Mais il se repose la question. Il se dit mais comment ça se fait que El Atrassi est limité aux indigènes ? Est-ce que c'est simplement dû aux références communautaires ? Ça doit jouer.
certainement ça doit jouer. Et lui-même est en mode, mais c'est pas mal en soi, tu vois. Il est pas du tout en mode ah c'est triste. Il est dans des références communautaires, il s'élargit pas. Il est en mode non, je comprends tout à fait. C'est un choix. Voilà, c'est un choix. Et c'est aussi ce qui fait son charme, tu vois. Et je veux dire, nous nous-mêmes, on a écouté des humoristes, on n'avait pas les codes. Voilà, ça n'empêche pas non plus, si vous faites l'effort, ça n'empêche pas de rentrer dans l'humour de Ella Tracy et tout. Mais aussi, ce qui joue indéniablement un rôle dans le mépris de Ella Tracy, c'est le racisme. C'est le racisme qui va empêcher les Français, et en particulier les Français blancs, de se laisser aller et de s'intéresser à cet humour-là. Et aussi, plus largement, parce que c'est un des propos de Adrien Desnouettes, de tout ce qui sort des banlieues et de tout ce qui vient des Arabes et des Noirs. Le racisme fait que les Français n'arrivent pas à admettre que maintenant le génie français se trouve dans les banlieues. Et c'est dans les banlieues que tout est en train d'être réinventé. Que ce soit au niveau de la musique, mais lui, ça va être surtout au niveau de l'humour, et qui montre que vraiment, il y a un nouveau génie. Et c'est là où il y a l'humour subversif, c'est dans les quartiers populaires, dans les quartiers d'immigration. Il faut juste l'accepter. Oui, faut qu'il l'accepte. Donc il y a le racisme qui joue, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, et ça fait partie de l'histoire de la France, le rôle de la culture avec un grand C. Et donc il se fait très virulent à l'égard des institutions culturelles qui se font les garants de ce que c'est le bon humour, l'humour respectable et la culture légitime. Et c'est une élite qui voit d'un mauvais œil cet humour qui juge un peu comme Youssef, un peu bas de plafond, un peu sale, un peu vulgaire. Alors attendez, qu'on précise les choses. C'est pas par pudibonderie, etc. que je dis cela. Je peux entendre des choses vulgaires. C'est pas shocking, hein, c'est pas ça le problème. Ouais, je trouve qu'il y en a trop. Maintenant, c'est autre chose. Hein. Des Arabes, il y en a trop. Peut-être. Non, mais t'as raison. Peut-être sur la fin. Sur les derniers spectacles, effectivement, ça va très loin. Bah oui, parce mais ça fait partie. On avait Coluche qui était quand même aussi pas mal vulgaire quand il le voulait. Bon. Mais je trouve qu'il y en avait trop chez lui, c'est tout. Hein. Alors, je suis désolé, je vais finir. Mais en fait, donc voilà, un humour qu'elle trouve trop vulgaire, trop bas de plafond, trop sale, trop pouilleux, mais en fait, qui est pour elle un humour qui est indomptable, en fait. Et un humour dont elle sait qu'il le nargue et qu'elle sait qu'il la menace. Et en fait, il se limite pas à Ella Tracy, il va reprendre des grandes figures de l'humour populaire, de Gavroche à Jacouille la fripouille, en passant par les inconnus et même par Gaston Bide. Pourtant, moi, Gaston Bide, je l'aime pas, mais il a réussi à me convaincre, Adrien Desnouettes. Et il fait des parallèles avec des grands auteurs français comme Céline ou Maupassant. Céline qui a aussi choqué à son époque avec une écriture qu'on trouvait pas assez châtiée et trop populaire. Et lui-même a travaillé sur cette écriture populaire. Et donc, il montre en même temps que l'humour populaire est une force et il regorge d'imagination, de variété et de génie. Mais aussi, et c'est la spécificité de l'humour français qui fait son génie, sa beauté et ce qui le distingue de l'humour anglais, parce que ce qui le chagrine Desnouettes, c'est qu'on a un peu trop copié l'humour anglais qui est beaucoup basé en fait sur le côté absurde en fait. Ce serait un peu les nuls qui ont beaucoup repris cet humour absurde anglais. Et lui, ce qui le chagrine, c'est que non, l'humour français, il se veut contestataire, c'est un humour qui bouscule, c'est un humour qui salit, c'est un humour qui se moque des puissants, parfois avec vulgarité, parce que la vulgarité, ça libère. Et c'est l'un des propos qu'on peut avoir avec Ella Tracy, c'est qu'il y a un côté libérateur dans l'humour, ça a été dit dans la fois, vulgarité. Ça. Mais essaye Youssef. Essaye Youssef de dire non, mais la vulgarité, putain de sa grand-mère. Mais attendez, vas-y, dis-le. Mais tous les jours, je dis putain, et justement, je fais gaffe, j'ai réussi à remplacer ça par purée. Alors justement, la question n'est pas là. Hein. Ah non, mais non, je suis désolé. Et je vais pas vous dire ce que je suis capable de dire dans le privé, la question n'est pas là du tout. Mais c'est pas. Mais c'est ça. Mais là, tu le dis en privé, mais en public, ça fait du bien. Mais oui, je veux dire, d'être comme ça, d'être une figure un peu caca pipi des gosses, quoi. C'est pas seulement caca pipi, c'est aussi un peu un affront. Tu sais, il y a aussi un retournement du stigmate. Ah, vous me trouvez vulgaire ? Allez niquer votre grand-mère. Mais oui. Tu vois, il y a un truc comme ça de rester barbare. Je sais pas si ça te rappelle quelque chose. Si, bien sûr. Qui est extrêmement intéressant. Et j'approuve tout à fait mon ami et frère Samir lorsqu'il nique la BAC, etc. Je n'ai pas de souci avec cela. Simplement, c'est un problème de dosage, c'est tout.
Pareil Je vais finir, on va en reparler. Et donc, qui est le digne représentant de cet humour qui est contestataire, qui est vulgaire et qui se moque un peu des puissants? Et ben, c'est l'humour qui est porté par les banlieues, c'est l'humour qui est porté par les Noirs et les Arabes et ça l'est dans plein d'autres domaines hors que l'humour, comme la musique, même comme l'art, même plein de domaines, même sur Internet et tout. Ouais, vraiment, ceux qui innovent, ce sont les quartiers. Et même lui est au niveau de se dire. Je vais dire un mot quand même, vas-y. Ce qui est très intéressant, et c'est là qu'on voit qu'il a quand même qu'il a des postures courageuses, c'est qu'il est en mode. Si c'est ça le grand remplacement, bah vive le grand remplacement, tu vois. Il est vraiment en mode, ouais, voilà, c'est eux qui sont forts maintenant, il faut l'accepter. Et même, il faut se dire, mais en fait, c'est eux la France maintenant. Oui. Et c'est comme ça que tu redors et tu continues l'image d'une France populaire et contestataire. Alors certes, il y aurait des choses à discuter autour du livre. On pourrait penser par exemple à rediscuter le côté trop idéal, trop positif de l'humour américain. Parce que c'est vrai qu'il y a une liberté d'expression en Amérique qui fait que voilà, et même on va pas se mentir, le one man show, qui sont les plus puissants en one man show, les stand-up, voilà, le stand-up c'est les ricains. C'est les ricains. Et même la liberté d'expression et tout, il y a ils disent des choses qui seraient inimaginables en France. Inimaginable. Mais aussi, on pourrait se demander quel est le prix de cette liberté d'expression, parce que c'est aussi pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que l'extrême droite a une liberté d'expression totale, et aussi, est-ce que c'est pas ce qui permet un peu de rendre acceptable un régime qui est horrible? C'est ce qu'on dit, oui, ça sert d'exutoire. Voilà. Et dans la mesure où c'est ça mange pas de pain, comme on dit, donc on laisse faire, quoi. Et on peut aussi... et le marché continue, comme on dit, et les affaires continuent, hein. Et on pourrait aussi regretter un tout petit peu à la fin une déclaration d'amour trop forte et trop idéaliste envers ce que serait la France et ses libertés. Je pense que là, il faut qu'on lui présente Macron. Oui, non, mais on vit dans le même pays, non? Non, mais voilà, il a une idéalisation de ce que, il a une France idéale, une France de la liberté qui a toujours été très contestataire et tout. On voudrait la tempérer, mais allez, en vrai, on se laisse aller parce qu'on pardonne très vite, parce qu'on comprend quand même le sens. Oui. Le sens qu'il veut dire, tu sais, je pense qu'il est dans le côté, allez, on va dire que la France, c'est ça, et il faut participer à ce que ce soit ça. Et puis aussi parce que c'est toujours mieux de finir avec une fin pleine d'engouement, tu vois, voilà, qui nous entraîne dans un élan et de dire, ah ouais, c'est vrai que c'était quand même beau et que ça peut redevenir ça. Et c'est vrai qu'il y a un côté insubordonné dans l'identité française. Ouais, entre autres qualificatifs moins élogieux, on peut reconnaître quand même qu'il y a un côté. Il y a un côté. C'est vrai. Le dernier les Gaulois, c'est ça? Non, mais le dernier représentant de ça, c'était les Guignols. Les Guignols, c'est quand même très français. Et pour moi, c'était l'un des derniers représentants de cet humour français anti-élite. Les Inconnus aussi. Populaire. Mais j'adore les Inconnus. Les Inconnus, mais même actuellement, il y a Groland. Groland, c'est typiquement ça, l'humour décalé, etc. Ouais, oui, bien sûr. Tu sais, oui, bien sûr. Mais il parle beaucoup aussi de Depardieu, de ce rapport à Depardieu des Français et tout, et que malgré tout ce que fait Depardieu avec la Russie et tout, t'as quand même, et c'est vrai que nous aussi, t'as quand même un côté. Ouais, on l'aime bien parce qu'il a un côté populaire, il a un côté, tu sais, franc, tu sais, je veux dire, il peut faire des conneries, il peut dire des trucs de ouf. T'as quand même une compassion pour lui, une compassion qui est assez courante dans toutes les catégories populaires. Je suis désolé, mais Depardieu, ça fait partie des gens que les beaufs et les barbares l'aiment. Les indigènes aiment Depardieu. Oui. Il y a une sympathie pour Depardieu parce que malgré son côté star. Tu sens qu'il est resté. Tu sens que ça peut être un gars. Tu vas l'avoir au bar et tout, et tu peux discuter avec lui. Et il a un côté. Ça va, c'est Gérard. Voilà, ça va, c'est Gérard. Accessible. Ouais. Voilà, accessible. Et puis voilà, qui mâche pas. Je sais pas, mauvais timing. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gérard Depardieu? Tu sais, il est accusé de violences diverses et variées. Ah ouais. Contre des femmes sur les tournages. Diverses, variées et précises aussi. Non, mais c'est sûr. C'est grave. Hein. C'est sûr. Mauvais timing, mais. On voit ce qu'on veut dire. Non, mais le fait est que malgré ces accusations, qu'on est d'accord qu'elles sont dégueulasses, il y a quand même une sympathie pour les gens, pour Depardieu dans les catégories populaires. Alors, je reprends parce que vous m'avez fait perdre le fil. Hein. Donc voilà, parce que ce livre est drôle, parce qu'il rend justice à El Atraci, ce qui est rare, parce que aussi il montre que les indigènes portent l'avenir et qu'ils forment déjà le renouveau du génie français, parce qu'il rend hommage à cet humour populaire et perturbateur du fond de la classe. Vous savez, celui qu'on aime, celui qui vient voir le premier de la classe et qui lui baisse le pantalon pour que tout le monde se foute de sa gueule et pour que la hiérarchie soit inversée. Et c'est ça aussi l'histoire du carnaval. L'histoire du carnaval, historiquement, au Moyen-Âge. Charivari. Voilà, par la suite, on inverse le monde, les puissants deviennent des dominés. On appelle la fête des fous. Voilà, la fête des fous. Le jour des fous. C'est quelque chose d'exécutoire et tout.
La nef des fous même aussi. Parce que voilà, ça fait du bien d'avoir un rire hilar, d'avoir un rire gras, d'avoir un rire débile à l'encontre des bourgeois et dire ouais, effectivement, on est des débiles et on se fout de votre gueule, ça fait du bien. Bon. Parce que Adrien Desdouettes a compris beaucoup de choses aux indigènes, parce que c'est un blanc qui écrit sur ça avec une telle réussite que ça donne espoir. C'est peu de choses, mais ça donne espoir. Et parce que la maison d'édition mérite d'être soutenue, et parce que, enfin, nique sa grand-mère, je vous invite vivement à lire ce livre. Donc, je l'ai mis à l'envers en plus depuis tout le long. Nique ta race, une histoire populaire, une histoire du rire en France, d'Adrien Desdouettes, aux éditions Façonnage. Voilà. C'était très dur de le faire avec toi, Youssef. Non, et tu voulais dire quelque chose, vas-y. Au contraire, c'est plus drôle. Si on avait été entièrement d'accord, ça n'aurait pas été drôle. Non, mais qu'est-ce que Et on va l'inviter, on compte l'inviter, on va inviter Adrien Desdouettes pour discuter. C'est sûr et certain qu'on va l'inviter. On verra les dates, mais on discutera du livre et même de l'humour. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de parler directement avec Mustapha El Atrassi en vrai. Ouais, mais il fera plus d'interviews. Même dans des endroits comme ça un peu underground. Ouais, non, ça sera compliqué, ça sera compliqué. On peut essayer, mais ça sera compliqué. Vas-y pour terminer, Youssef. L'histoire du rire en France. Ouais. Et il parle vraiment de tous les autres humoristes. Parce que Dieudonné était très bon aussi. Hein. Malheureusement, il est mal fichu. Pour moi, c'est un des meilleurs, Dieudonné. Mais je crois qu'il a un talent incroyable. C'est celui qui m'a fait le plus rire. Non, mais il aurait pu être. Alors que je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Il a sombré, il a sombré complètement dans le sionisme même maintenant. Le roi des indigènes, Dieudonné aurait pu être le roi. Mais même des classes populaires, bien sûr, il a un talent extraordinaire. Au sommet de sa carrière. D'ailleurs, même Elie Semoun le disait, je veux dire, même au plus fort de leur bruit, il le disait malgré tout. Les indigènes, comment les indigènes, comment tout le monde, je crois, aimait Dieudonné. Je veux dire, aussi, il faisait aussi c'est le consensus, c'est indéniable. Je dis, il y a les inconnus. Non, il y a eu beaucoup d'humoristes en France, et c'est vrai que c'est en train de se perdre. Je trouve qu'il y en a même trop, et beaucoup de très mauvais. Actuellement. C'est marrant parce qu'ils prolifèrent et en même temps ils se ressemblent beaucoup. Mais oui, mais c'est tous les mêmes. Alors, tous les Arabes et les Juifs qui font de l'humour, alors je les supporte plus. Mais c'est tous la même chose. Cette phrase. Mais non, mais oui. Il a dit tous les Arabes et les Juifs qui font de l'humour, je les supporte plus. C'est incroyable. Non, mais j'ai l'impression qu'ils se répètent tous. Je suis désolé. C'est la même cassette qu'on fait tourner. Alors, Gad Elmaleh, il était bien au départ, mais parce qu'il venait encore du bled, il venait encore du Maroc, il avait encore toute la sincérité, la spontanéité, comme fait le lag au départ aussi. Mais si. Et au bout d'un moment, ces gens-là perdent leur spontanéité, la spontanéité du bled et tout. La pétillance, il a perdu. Ensuite, c'est n'importe quoi. À quel public tu t'adresses? Parce que moi, je suis d'accord que, par exemple, toute la génération Jamel Comedy Club, où tu as le noir qui se moque des noirs, l'arabe qui se moque des arabes, le portugais qui n'était même pas portugais, qui se moquait des portugais, il y en avait marre. Après, et donc aussi, le problème, c'était que c'était beaucoup à destination d'un large public, et notamment des blancs. Et les blancs qui étaient très contents de se moquer des arabes et des noirs. Je dirais que c'est pas pareil avec Mustapha El Atrassi, tu vois, c'est pas totalement ça. Il y a un truc un peu plus ambigu. Il y a un truc, en fait, ce qui change, c'est que lui, il accepte le côté communautaire, le côté, on va faire des blagues entre nous, tu vois, avec des références entre nous que les autres comprendront pas, et que tu as un côté comme ça un peu, solidarité et tout, et t'as moins ce côté, je vais faire plaisir aux blancs, qui change un peu la donne, je trouve. Mais on en discutera avec... Mais Félag aussi, et Gad Elmaleh au départ, il s'adressait à nous, ou autre. Hein. Bien sûr. Si, avec des expressions en arabe, avec des tas de choses. Oui, c'était super. Hein. Tous les arabes, les juifs qui font du mot, je les supporte plus. Il y a Haroun qui est pas mal. Ouais, mais Haroun, c'est. Bah oui, côté, mais. moi, il y a un côté trop pince sans rire et trop intello. Propre sur lui, comme on dit. Ouais, mais moi, c'est 15 minutes Haroun. Propre sur lui, ouais. Moi, de toute façon, j'avoue que je suis. Non, mais moi, j'avoue que je suis très difficile pour l'humour. Et je le dis, moi, de façon... alors, c'est vrai que c'est particulier, les inconnus, parce qu'ils sont en groupe, etc. Ils reproduisent, mais ils m'ont fait rire de façon extraordinaire. Et je le dis, pareil pour Dieudo, et pareil pour... mais voilà, mais c'est tout. Alors, Mehdi, est-ce que tu peux mettre l'écran sur moi, l'image sur moi, s'il te plaît? Juste pour aider, pour aider Christophe pour la miniature, juste, je pose. Est-ce que tu me vois, c'est bon? Voilà, pour la miniature, comme ça, il pourra... Voilà, comme ça pourra l'aider. Je te remercie beaucoup. Ça t'a pas donné envie de le lire? Peut-être. Si, peut-être. Si. Il est très très bien. On en reparlera avec Adrien Desdouettes. Allez le lire. Et franchement, ça fait partie des gens. Je sais que les livres sont un peu chers,
Et moi, je suis le premier à encourager à trouver d'autres alternatives, notamment, voilà, je peux pas aller plus loin, mais téléchargement de livres et tout. Mais il y a aussi des livres et des maisons d'édition qu'il faut soutenir. Dites-vous, achetez, allez, on va dire 1 ou 2 livres par mois, et c'est des livres de militants ou de petites maisons d'édition qu'il faut acheter, qu'il faut aider ces maisons d'édition, parce que sinon on va se faire bouffer avec les grosses maisons d'édition qui vont nous vendre que de la merde et tout. Donc voilà, achetez des petits livres comme ça qui sont utiles. Est-ce que je peux recommander un bouquin? Vas-y, je ne sais pas si on peut faire un gros plan là-dessus. C'est le bouquin sur Georges Habache, justement. Je ne sais pas si. Rien à voir, mais vas-y. Mais oui, non, mais parce que tout à l'heure. Bah oui, non, mais c'est parce que tout à l'heure on nous le demandait, je veux dire. On verra pas avec. On va pas faire de gros plans là-dessus, hein. Si on peut, tu crois? Parce que franchement, comme des gens posaient la question sur ce qu'est le FPLP, au moins comme ça évitera. Tout à l'heure on a parlé du bouquin sur le djihad islamique. Hein, et là, c'est l'excellent bouquin de Georges Malbruno, qui est journaliste au Figaro, hein, et qui est vraiment extraordinaire. Et c'est Les révolutionnaires ne meurent jamais. C'est conversation avec Georges Habache. Malheureusement, il est mort, Georges Habache. Je tiens à dire que Georges Habache était opposé aux accords d'Oslo. Hein, et Georges Habache, sa phrase, c'était de dire « Je rentrerai avec le dernier des réfugiés ». Hein, c'était extraordinaire. Les accords d'Oslo qui sont quand même la pire des saloperies. Hein. Mais bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. Allez, alors, lisez absolument. Voilà. Est-ce qu'on l'a vu, Christophe? Super. On va s'arrêter là et on va reprendre. Il faudra faire vite, dans 30 minutes maximum, les gens. On va reprendre dans 30 minutes. On va parler du 8 mai 45, l'autre 8 mai 45. Tandis que la France célébrait la libération et la fin du régime nazi, elle a perpétré. Tu penses à père, à papa, perpétré. Elle a perpétré. Perpétré. C'est juste rigolo, ça me rappelle une anecdote quand j'étais môme au cours moyen 2. Alors c'est quelque chose qui m'a marqué. Quand j'étais môme au cours moyen 2, je me rappelle toujours, il y avait une lecture et notre instituteur, demande, il s'appelait Sans jeu, il s'appelait. Ouais, alors à l'ancienne avec la barbe et tout, la blouse bleue et tout. Il était communiste d'ailleurs. Et il nous fait lire. Il va falloir faire très vite. Non, très vite. Non, mais c'était rigolo. Et dans la lecture, il y avait le mot à perte de vue. Hein, à perte de vue. Et je ne sais plus qui parlait, et puis il dit à perte de vue, c'est tendre des champs, etc. Et donc le camarade de classe qui devait lire commence à perpète de vue. Il n'arrivait pas à dire, parce qu'on dit perpète, vous savez, en argot chez nous. Et il n'a jamais pu dire perte de vue. Il a toujours dit à perpète de vue, à perpète de vue, à perpète de vue. Mais j'en rigole à chaque fois que je vois ce mot à perte de vue, parce que à perpète de vue, voilà. Là, c'était pareil. Ils ont fait des choses très sales, la France. On en parlera après avec Youssef Boussouma. Et il continue. Hein. Tu restes ou pas? Il continue. Il va nous dire s'il reste. Je suis désolé, je fais vite. Ouais. Youssef Boussouma, Alain Ruscio. Alain Ruscio. Ruscio, on dit Ruscio, merci. Alain Ruscio et Julien Terry. On se retrouve dans 30 minutes. On va vous mettre une vidéo en attendant. J'espère que ça vous a plu, l'émission et la rubrique. Merci à tous et à très vite.